Et à chaque fois, quasiment, dans les premières relations sexuelles, j'ai toujours eu des mots d'excuse, genre « Pardon, je suis désolée, ça ira mieux la prochaine fois, là c'était un peu court, ou pardon ci, pardon là. » Je suis là, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter de s'excuser de son corps? Il y a un truc que j'ai envie d'écrire en lettres de feu dans le ciel, c'est « Ce n'est pas parce qu'on ne bande pas qu'on n'est pas excité ». Ah ouais. T'as aussi des doubles injonctions dans nos sexualités, tu vois, notamment pour les femmes où il faudrait être libérée mais pas trop salope. Alors moi, c'est le genre d'injonction, je trouve ça compliqué de trouver son chemin. Au premier ou au deuxième rendez-vous, à un moment, on était devant un paysage et à un moment, je ferme les yeux et elle m'a embrassée. Et c'était pas du tout consenti en fait. Et ça se voulait très romantique et très vanille pour le coup, mais c'était pas du tout consenti. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'assure suffisamment toute ma vie pour que l'autre soit pas infidèle. Et ça, je pense que c'est dans l'inconscient collectif de tellement de personnes. Ça mène pour moi à des relations sexuelles qui sont pas consensuelles. Parce que tu te retrouves à faire des trucs, soit par automatisme, et tu te poses même plus la question en fait de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Ou soit tu te retrouves dans une situation où si je fais pas ça, l'autre va se dire que en fait je suis pas attirée, donc ça fait le bordel. Du coup, plus on sort ensemble dans le temps, plus on est proche, plus moins il y a de désir, puisque le désir ça dépend de la distance qu'il y a entre deux personnes. Sans distance, il n'y a pas de désir. Ça y est, c'est le dernier les gars. On l'a fait. C'est le dernier épisode de cette série de Pillow Talk. J'espère que vous allez bien. Je vais pas vous faire un débrief de comment je me sens et comment c'était de vous sortir cette série parce que ça va être l'objet d'une vidéo que je vous posterai dimanche prochain avec quelques éléments de tournage. Je vous ai mis un petit extrait en fin de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais pas vous spoiler. Donc je vous laisse avec cet épisode qui parle de sexualité scriptée, de relations amoureuses de couple, de toute la difficulté qu'il y a autour de la sexualité dans le couple amoureux, tous ces questionnements en fait autour de la sexualité vanille. Si vous connaissez pas le terme, c'est la première chose qu'on va faire, définir ce terme dans ce pilot, donc bienvenue. On se voit comme d'hab mercredi en live sur Twitch de 21h à minuit pour continuer la conversation. Donc si vous avez envie de discuter de ce sujet-là avec nous, d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch. J'ai envie de vous annoncer aussi dans cette vidéo que le week-end du 16, 17, 18, 19 décembre, si je me trompe pas, donc sur 3 jours, on fait le premier événement sur un week-end de la bulle qui s'appelle les fabulations. Donc la première fabulation de la bulle aura lieu l'un de ces prochains week-ends, là, donc dans 2 semaines, 3 semaines. Donc si vous n'avez pas vu ça passer, si vous avez envie de vous y inscrire, n'hésitez pas à aller regarder. Évidemment, toutes les restrictions Covid et tout seront respectées. Enfin bref, je vais pas vous présenter l'événement ici, mais c'est un événement Sexpo que on a créé au sein de la bulle. La bulle est une asso qu'on a créé avec Dani et Nova, que vous avez vu dans les épisodes et qui a émergé, projet qui a émergé pendant le tournage. Donc voilà, je vous en ai un petit peu parlé dans de précédentes introductions. Après, j'ai pas fait de vidéo à ce sujet, consacré à ce sujet, mais n'hésitez pas à aller nous suivre sur Facebook, sur Insta pour en savoir plus et vous inscrire à cet événement si vous n'y êtes pas déjà et si vous avez envie d'y participer. Merci à vous de me suivre sur ma chaîne, de me suivre depuis tant d'années. J'ai eu énormément de commentaires bienveillants, donc merci beaucoup. Merci à vous si à un moment donné vous avez acheté un programme, acheté une formation, acheté un coaching avec moi ou avec Se Sentir Bien, parce que c'est grâce à Se Sentir Bien, donc mon entreprise et le podcast du coup Se Sentir Bien, si vous connaissez un peu mon travail, que j'ai pu financer tout ça en fait, tout simplement. C'est grâce à vous, donc merci, 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 merci beaucoup. Si vous connaissez pas mon travail, si vous savez pas ce que je fais, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos, je vous aurais mis le lien de mon site web, sesentirbien.coach, et tout ce que j'y fais, mais notamment je coach sur plein de thématiques, mais notamment la thématique des relations, du rapport au corps aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, et notamment l'ouverture de couple, si c'est un truc qui vous parle ou qui vous intéresse à un moment donné, c'est pas trop dans le thème d'aujourd'hui, mais si c'est un truc qui vous parle, ou des questionnements ou quoi, c'est des sujets sur lesquels j'accompagne. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai pas de disclaimer particulier, bon on parle de cul hein, comme tous les autres épisodes, et j'ai pas de trigger warning à vous faire particulièrement. C'était un épisode plutôt chouette et une belle conclusion à toute cette série. Donc voilà, je fais pas plus de blabla et je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao. Bonjour, merci d'être là.
C'est trop cool. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce sujet passionnant qui en fait nous touche tous, qu'on fasse du BDSM, du tantra et tous les sujets dont on a parlé dans les jours précédents, enfin dans les semaines précédentes pour vous. En fait, on est tous concernés par finalement ces sujets dont on va parler aujourd'hui, un peu autour de la libido, autour du couple, autour des injonctions, toujours la performance, enfin tous ces sujets-là. Et du coup, ce que je propose pour rentrer dans la discussion, c'est déjà qu'on se fasse un petit tour de parole avec prénom, pronom et qui vous êtes. Définissez-vous comme vous le souhaitez sur qui vous êtes. Et peut-être une autre question qui pourrait être chouette, c'est avec quelle intention vous venez dans cette discussion. Voilà, ça peut être un mot, une phrase, comme vous voulez. Puis on va faire comme d'habitude. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont la ref à force, mais on va tourner dans le sens antitrigonométrique, c'est-à-dire le sens horaire, à partir de la personne qui commence. Antitrigonométrique. Sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est beau. C'est toujours toi qui commence. C'est toujours moi qui commence, c'est vrai. C'est la règle. C'est la règle. Bah, écoutez, vu que j'en suis au stade, je suis dans une fatigue énorme, appliquons les règles des autres. Voilà. Parfois, ça fait du bien. Contente. Ça déresponsabilise un peu. Je m'appelle Axel, pronom il. Je suis... qui je suis je suis en galère. Je suis en galère, Bienvenue, comme tout le monde. J'apprends depuis longtemps à essayer d'être une meilleure personne dans mes relations. Et ça prend beaucoup de temps. Mais je suis bien entouré pour ça, je crois. Yes. Une intention particulière Et non, ici, partager ces galères, justement, ouais. Parce que moi, m'être rendu compte que j'étais pas le seul à galérer, ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que ça pourra aider d'autres personnes. Okay. Moi, c'est Marianne. Je sais pas, j'ai plus comment me présenter. Je suis comédienne, j'ai 29 ans. Et je suis en galère aussi, en fait. Je travaille sur moi de ouf depuis une dizaine d'années. Aussi, j'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai aussi travaillé sur moi grâce au théâtre, à l'art. Et je fais pas beaucoup de tantra. Et ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que les questionnements, on se les pose en permanence. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai plus honte de dire que je fais du tantra. Je suis capable d'en parler sur un média public. Alors qu'avant, j'avais plus peur d'en parler parce que quand on dit à des gens inconnus qu'on fait du tantra, souvent ils se disent « Oh, bonne meuf !» Et ça me fait très peur. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est en recherche de soi et qu'on est connecté à ces sensations que je sais pas, on est genre une déesse du sexe ou je sais pas quoi. Et c'est assez perturbant. Est-ce que tu as une intention particulière Une intention particulière, moi, c'est vraiment d'échanger, de construire ensemble. Voilà. Trop cool. Merci. Du coup, moi, c'est Esther, pronom elle. Qui je suis, qui pourrait être intéressant à savoir pour ce talk. Je pense que c'est important de savoir que je suis polyamoureuse, mais que je suis passée par une dizaine d'années de couple classique, monogame, avec très très peu de communication, donc avec toutes les dérives, toutes les problématiques que qui va avec aussi une assez mauvaise connaissance de mon propre plaisir, mon propre désir, de mon corps et tout ça. Et puis l'intention pour moi, c'est de vous créer un espace où vous vous sentiez bien, pour pouvoir échanger sur ces sujets et qu'on fasse une trop belle vidéo en co-création. Alors moi c'est Géraud, pronom il ou elle. Et qui je suis je suis coach en stratégie de communication et mindset. Et mon intention pour maintenant, ce serait de lancer un peu ce message qui fait du bien quand on l'entend, qui est si tu galères, sache que t'es pas tout seul, quoi. Pas toute seule. Ouais. Merci.
Et moi, c'est Laura. Je suis thérapeute sur des questions intimes, relationnelles et coach en développement perso. Et je suis cofondatrice avec Fabrice d'une association qui s'appelle Les Chahuteuses, qu'on a montée, qu'on a commencé à penser en 2012 avec cette question vraiment dans nos tripes de pourquoi c'est autant galère en fait de trouver son chemin dans nos sexualités. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi quand on suit nos élans, il y a très vite des jugements qui peuvent arriver de l'extérieur ou même de l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et comment on trouve son chemin là-dedans. Et du coup, moi, mon intention, c'est de parler de la normalité, en fait, et du fait que c'est normal de sortir de la normalité, parce qu'on est des humains unique. Et donc, c'est de la même manière qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes vies professionnelles, bah, on n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes vies sexuelles, quoi. Mais bon, du coup, quand on est libre, ça pose plein de questions, du coup, où je vais, quoi. Et du coup, j'ai bien envie d'explorer ça avec vous. Oui. Ok, moi, bonjour, je m'appelle Fabrice, donc Il. Je suis en couple avec Laura, comme elle l'a dit. Je suis coach en développement personnel aussi, comme Laura. Et j'ai donc cofondé Les Chahuteuses avec Laura il y a quelques années. Et une autre personne aussi qui n'est pas là, qui s'appelle Jennifer Genesti. On était 3. Je suis arrivé juste après Les Chahuteuses. Ça m'a profondément transformé. Je venais pas du tout d'un environnement ni d'un milieu propre à monter une asso sexe positive. Et si je suis venu ici, déjà, c'est pour râler sur le sujet, sur la terminologie même de sexe vanille, sur laquelle j'ai un camion de choses à dire. Je suis venu ici pour essayer de transmettre des propositions de solutions concrètes pour sortir de la galère dans laquelle on est, pour moi-même étant passé par ces galères et tout, etc. Et je suis venu aussi ici pour incarner un peu le couple, déjà. Je me suis dit que ça ferait du bien dans toutes ces vidéos d'avoir un couple, en fait. Et pour incarner aussi j'en parlerai après. Le fait que moi, personnellement, tout ce qui est de l'ordre du cloisonnement et de la catégorisation en fait en sexualité, c'est quelque chose qui me dérange profondément. L'étiquette, en fait, qu'on veut absolument se définir pour définir notre propre identité à travers nos pratiques sexuelles, c'est quelque chose que je comprends assez mal. Et donc voilà, je suis là pour parler de ça et pour parler du fait qu'il n'y a pas de catégorie et que ce qui me semble très important, c'est de pouvoir passer fluidement de l'une à l'autre en fonction des gens et du temps et du moment de son expérience et pas forcément dire voilà, moi je suis ça et donc je réponds à des règles écrites dans le ciel qui correspondent à ma catégorie et voilà. Bien, tu me proposes une transition absolument géniale sur, je te rejoins sur plein de trucs, je pense qu'on va bien s'entendre, sur la question que j'ai envie qu'on se pose. Alors, il y a forcément un talk sur le sexe vanille puisque on a parlé de BDSM et de tantra, mais la question qu'on peut se poser, c'est ok, c'est quoi le sexe vanille? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là? Est-ce que ce mot est encore, est-ce qu'il est devenu obsolète? Est-ce qu'il est utile? À quoi il sert s'il est utile? Et je veux bien ne pas commencer sur ce sujet-là et que quelqu'un se lance et prenne le temps de définir. Ok, donc selon toi, Toujours puis on complétera collectivement, on mettra nos visions. Alors Qu'est-ce selon que moi c'est le déjà, sexe vanille? le sexe vanille, ce que c'est une terminologie, si j'ai bien compris, de ce que j'ai appris, qui donc vient du SM spécifiquement, et c'est une terminologie qui... Donc sadomasochisme. Voilà, sadomasochisme, et on va dire qui, pour résumer, désigne tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie du SM. Point. C'est-à-dire, voilà, donc après ça se dépend un peu de quel côté, entre guillemets, on se situe. Ça, c'est souvent utilisé dans les environnements SM avec un peu de condescendance. C'est souvent les moldus, en fait. C'est ceux qui... bon.
Et il y a cette espèce de sous-entendu souvent que c'est le sexe un peu normal et un peu chiant à la papa, en missionnaire. C'est papa dans maman, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve ça profondément dommage, en fait, parce que j'ai envie de dire, si vraiment on mettait le SM de côté, il reste en fait la majorité de toutes les sexualités, en fait. Donc en fait, c'est la majorité de toutes les sexualités possibles, mis à part en fait celles qui sont définies par le SM. Après, comment définir par le SM, j'imagine que vous l'avez déjà fait. Les frontières sont poreuses, quoi. Voilà, c'est ça, le BDSM. Donc c'est ça à peu près le sexe vanille aujourd'hui. Voilà. Moi, j'avais jamais entendu ce nom avant, Ouais, moi non plus. avant aujourd'hui. Le mot sexe vanille. Ouais. En fait, alors, moi, pour compléter ma vision, c'est que c'est un mot qui est effectivement utilisé, pas dans la vie courante, quoi, mais qui est utilisé dans les milieux BDSM pour définir tout ce qui n'est pas du BDSM. En gros, tout ce qui n'est pas... Alors toi, tu as parlé que de SM, mais tout ce qui n'est pas du coup de la douleur, parce que, en fait, de l'extérieur, le stéréotype autour du BDSM, c'est que c'est des histoires de douleur. On en a largement parlé dans les talks, on a parlé de ça, mais c'est pas que ça. C'est des jeux de contraintes, des jeux d'échange de pouvoir. Et en fait, alors moi, la façon dont je verrais le sexe vanille, et vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est que pour moi, alors c'est là où, comme je connais peu le tantra, je vois pas du coup où ça se situe par rapport au tantra. Mais par rapport au BDSM, je dirais que la différence, c'est que dans le BDSM, tu vas faire d'échanges de pouvoir et tu vas incarner des rôles qui sont pas forcément les rôles que tu as dans la vraie vie véritable des vrais gens, alors que dans le sexe vanille, tu es toi. Alors que dans le BDSM, tu vas être le soumis, le dominant, le maso, le sado, enfin voilà, et peut-être même l'infirmier et le soignant, enfin ou le policier, enfin bon bref, tous ces rôles en fait. Alors que ma vision du sexe vanille, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le trouvent un peu chiant, c'est qu'il est pas créatif dans le sens où en fait on est nous. Moi c'est ça que je vois. Et c'est comme ça que moi je le dis. Je sais pas si... Non, si tu le vois comme ça aussi. Ça me semble pertinent. C'est juste que quand tu as dit on est nous, j'ai eu une phrase qui m'est venue, c'est quand même un peu chiant d'être nous. et je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y a toute cette dimension de jeu et de rôle, et du coup de jeu de rôle, et qui a toute sa place. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de suspension de réalité dans le BDSM qu'il y a pas ou peu dans le sexe vanille, enfin que moi je mets pas du tout dans le sexe vanille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'évoque, c'est que ça implique une déconstruction de ouf en fait, de pouvoir jouer un rôle, juste de savoir qui on est nous. Déjà dans la vie normale c'est chaud, alors explorer qui on est nous dans la sexualité, c'est pas franchement ce qu'on nous invite à faire dans cette société. Donc pour moi c'est une question presque de timing, c'est-à-dire que le sexe vanille ce serait quoi? Ce serait une étape peut-être avant de... Enfin, si ça tient que sur des jeux de rôle, moi je me dis, j'aimerais bien explorer déjà qui je suis moi pour de vrai dans le sexe avant de pouvoir jouer des... Et pourtant je suis comédien, c'est mon métier de jouer des rôles, tu vois, mais dans le sexe... Mais alors c'est marrant parce que moi, je crois que je me considère comme pratiquant du sexe vanille, même si je suis pas tout à fait au clair sur ce que ça veut dire, tu vois, mais quand on m'a dit ça, je me dis, bah ouais, moi je crois que je suis dans cette catégorie-là, puisque le BDSM j'ai jamais testé. Du coup, mais j'ai pas l'impression de pas être ludique dans ma sexualité par contre. En fait, j'entends vachement dans vos discours une comparaison entre les deux. Et je sais pas si c'est super pertinent pour moi. En tout cas, après, je suis pas une très grande pratiquante du BDSM, mais pourquoi est-ce que ce serait mieux de faire l'un ou de faire l'autre? Ça l'est pas. Enfin, et en fait, le terme vanille, pour moi, c'est un peu là-dessus un peu délicat parce que c'est plain, quoi. Enfin, ça veut dire que c'est chiant d'être soi et qu'il faut forcément jouer un rôle pour vivre quelque chose de fou. Je sais pas. Moi, je suis pas persuadée de ça. Est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes quand on fait l'amour aussi Ça, c'est encore une autre question. Tu veux compléter, Marianne? Ouais, moi, quand je pense sexe vanille, en fait, ce à quoi ça m'amène, c'est une notion qu'on retrouve en sexo et au croisement de la sexo et de la sociologie, en fait, qui est la notion de script sexuel. Et où, en fait, on se rend compte que on vit dans une société dans laquelle il y a des normes à plein de niveaux. On se dit bonjour en se faisant la bise ou en se serrant la main, etc. Et en fait, dans l'univers de la rencontre, de la séduction, de la rencontre amoureuse, etc., il y a en fait
un espèce d'ordre dans lequel se passent les choses ou devraient se passer les choses. Et en fait, en matière de sexualité, on voit qu'il y a ce qu'on appelle donc des scripts sexuels qui évoluent avec la culture. En gros, aujourd'hui, le script, il serait de l'ordre de on se roule des pelles, on se déshabille. On est à un moment de la culture où il y a plus ou moins de masturbation mutuelle ou de sexe oral, ce qui tend ensuite vers une pénétration d'un pénis dans un vagin, avec une éjaculation d'un pénis et la fin du rapport sexuel. Les applaudissements. Les rideaux. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut tous voilà, avoir notion du fait que socialement, il y a ce machin-là qui existe. Et c'est hyper pratique. Il faut que ça dure, et il faut qu'il y ait des orgasmes mutuels, pas d'éjaculation avant que la Encore femme les orgasmes mutuels, déjà, c'est... Alors, mais il y a cette pression par-dessus dans le script, il y a ça, il y a le minimum, puis il y a le script. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a tout un tas d'injonctions après qui viennent se coller dessus. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous exactement chopé les mêmes injonctions. Tu as aussi des doubles injonctions dans nos sexualités, tu vois, notamment pour les femmes où il faudrait être libéré mais pas trop salope. Alors moi, c'est le genre d'injonction, je trouve ça compliqué de trouver son chemin. Mais en tout cas, voilà, purement en termes de pratique sexuelle, moi, ça me ramène à cette histoire de script et d'automatisme, en fait. Et de comme la sexualité, on m'a dit que c'était à peu près ça, bah, en fait, je tends vers ça, sans forcément, du coup, aller chercher ce que moi, j'aime ou ce que je veux. Et du coup, sans forcément amener cette notion de ludique dont tu parlais et de créativité. Voilà. Parce qu'en plus, c'est des scripts assez chiants. Enfin, pas chiants, mais c'est des scripts contraignants, en fait. Ouais. Parce qu'il y a effectivement la performance qui peut rentrer en jeu quand tu es un homme. Et ça, c'est dans le scénario. C'est le titre du film, tu vois. Tu dois être performant. Et donc, c'est vrai que ce serait peut-être mieux. Le côté ludique, et peut-être pour sortir de ce qu'on appelle le vanille, ce serait de faire ses propres scripts. Mais pour ça, il faut se connaître soi-même. Et donc, il faut s'explorer soi. Ouais. En fait, c'est une façon d'être en fait en mode pilote automatique, parce que l'autre solution, ça serait de se connaître soi. En fait, t'es dans une espèce de performance de qui tu es censé être. Et en fait, t'es pas vraiment toi. Et c'est pour ça que les gens trouvent ça chiant, en fait. Ou que, après, je suis d'accord que le mot vanille, il est rabaissant, dans le sens où c'est un mot qui est là pour dire, tu l'as dit, plain, quoi. Vanille, c'est censé être le goût que tout le monde aime dans la glace, quoi. Donc, Mais c'est bon, la vanille, en plus. Mais c'est vraiment bon, en plus. Et ça peut être hyper subtil, etc. Et en même temps, juste pour clarifier là-dessus, le fait qu'il y ait des normes sociales, c'est hyper cool, dans le sens où c'est hyper rassurant, justement, dans les moments où on est un peu perdu, machin, etc., d'avoir des scripts un peu auxquels se rattacher. Mais c'est complètement. Tu voulais partir là-dessus? Un peu là-dessus, ouais, parce que je pense que quand tu commences ta sexualité, c'est un peu l'étape quoi, à laquelle tu te raccroches, c'est tes repères, tu vois, le script dont tu as parlé. Et après, tu vas explorer d'autres choses, mais j'ai l'impression que, moi, dans les soirées sexpo que j'ai animées, les soirées vanille, c'est les soirées débutants, entre guillemets. Et après, il y a les soirées Temple of Sacred Whore, ou les soirées, des soirées un peu plus, où il y a plus de rôles, où il y a plus de jeux. Mais au début, ça reste... C'est le level 1, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Je déprécie pas, c'est juste que moi non plus. C'est selon les envies de chacun, en fait, et selon les étapes, peut-être. Moi, là où je suis touchée, en fait, c'est... Je trouve qu'en effet, c'est génial qu'il y ait un script et une espèce de moule dans lequel on peut se mettre si on n'est pas à l'aise. Mais après, je trouve que le diktat de ça fait qu'en fait, ça mène pour moi à des relations sexuelles qui sont pas consensuelles. Parce que tu te retrouves à faire des trucs... soit par automatisme, et tu te poses même plus la question en fait de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, ou soit tu te retrouves dans une situation où si je fais pas ça, l'autre va se dire que en fait je suis pas attirée, donc ça fout le bordel, voire l'autre va clairement exprimer alors t'es pas attirée par moi, alors que c'est pas ça. Et je trouve que le fait de déconstruire la sexualité, ça permet de ramener un consentement de fou. On appelle ça dans SSB, dans notre entreprise de coaching, on appelle ça le manuel de bonne conduite. En fait, on a ça dans tous les domaines. Dans tout domaine, t'attends des gens qui se comportent d'une certaine manière, ou alors chaque comportement
est interprété socialement d'une certaine manière. Donc, je sais pas, il m'a pas répondu à mon message, donc il m'aime plus, il m'a pas offert de rose, donc machin. Et dans la sexualité, il y a ça aussi, plus tout le tabou qui fait que dans la plupart des autres situations où il y a des manuels de bonne conduite, tu clarifies assez facilement. Bah, pourquoi tu m'as pas appelé ? Ah bah j'étais occupée, désolée, j'étais bloquée, mon téléphone n'avait plus de batterie et c'est résolu. Alors que dans la sexualité, il y a ce truc de on peut pas en parler en fait. Du coup, on se retrouve dans ces manuels de bonne conduite et je sais pas si ça vous est arrivé, mais la situation où tu te retrouves finalement de ah mais moi je voulais pas te faire une fellation, mais moi j'en voulais pas en recevoir et puis t'es là mais pourquoi on a fait ça? Mais parce que j'avais envie de toi quand même. Bah oui, mais du coup parce qu'il y a ce script en fait, donc c'est ça qui est ouf. Et je pense que c'est vraiment important de communiquer là-dessus parce que les milieux sexpositifs dans le default world, c'est vu comme souvent comme des espèces de fous furieux avec des cordes et des trucs, alors qu'en fait mais pas du tout, c'est les endroits les plus consensuels du monde. C'est les seuls endroits où, moi j'ai pas énormément exploré le milieu sexpo, je suis un peu une moldue, mais moi ce que j'ai aimé dans mes expériences que j'ai pu faire dans ce milieu, c'est que c'est les seuls endroits où j'ai le droit de dire non. J'ai eu l'impression. C'est les seuls endroits où, quand tu dis non, on te remercie pour ton non. Et c'est important de communiquer là-dessus. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de « Ah, alors je t'excite pas » ou je... Non, c'est juste non. Et c'est OK. Et on passe à autre chose. Et... Ouais. Vas-y. Moi, je te rejoins assez sur le fait que les milieux sexpo soient les où on se sent les plus safe au monde. Enfin, pour moi, je me sens plus safe dans le milieu sexpo que dans la rue, quoi. C'est quand même fou. Ouais, c'est clair. Je trouve ça dingue quand on y pense. Je trouve ça hyper cohérent pour le coup. J'ai vu la même chose alors moi pareil, je suis un total moldu en termes de BDSM, mais j'ai des potes, on va dire. Et quelqu'un a des cordes, c'est pour nous. Et ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, dans les milieux BDSM, il y a vraiment, c'est extrêmement charté en termes de consentement. Ce qui m'avait fasciné, c'était les grilles, en fait, à cocher qu'on donnait, en fait, à son partenaire avant de faire une séance pour être certain que ce soit cadré et qu'on sache exactement c'est oui, c'est non à l'avance et tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue, mais c'est parce que c'est un de ces milieux dans lesquels justement il y a le plus d'expérimentation et on sort le plus des normes que pour être en sécurité, bah, évidemment le consentement redevient de plus en plus important. Du coup, vu que le milieu sexe positif, c'est un milieu, on va dire, sexuellement expérimental, de toute façon, c'est un peu ce qu'on peut dire, quelle que soit la pratique qu'on fasse dedans. L'idée, c'est de sortir du script, en fait, et d'expérimenter autre chose. Marie appelait ça le sexe créatif. Voilà, c'est du sexe créatif. Oui, parce que ça supposait qu'il y a un sexe négatif. Et du coup, en disant, bah, plutôt. Sexe créatif, c'est bien. Le sexe créatif, et j'aime beaucoup. Bah forcément, ça demande de se mettre d'accord, en fait, tout simplement, parce que sinon, c'est le bordel. Enfin, il se passe rien. Ou alors, on revient au script de base, donc on est obligé de communiquer, quoi. Et donc, la base, c'est de communiquer. Bah, ça, je dirais qu'effectivement, peut-être toi, les milieux BDSM avec lesquels tu as pu entrer en contact, tu as vu ça dedans, ça ne veut pas dire qu'il y a ça dans tous les milieux BDSM. Et pareil, quand on parle d'univers sexpo, moi j'aurais tendance du coup à dire aux personnes qui regardent là cette émission, justement, si vous cherchez des espaces sex-positifs ou BDSM ou libertins ou autres, une excellente question à poser, c'est qu'est-ce qui est mis en place en matière de consentement et en matière de soutien. Voilà, quel est le cadre où est-ce qu'on parle de consentement? S'il y a un problème, comment c'est géré? Et justement, très vite, vous allez voir en fait s'il y a un travail qui est fait pour permettre ça, ou justement pas. Et aussi, il y a juste des endroits d'exploration BDSM ou autre, mais où en fait, on retrouve les mêmes mécaniques d'enjeux de pouvoir, de non-respect du non, etc. Il y a un monsieur dans la rue avec une cagoule en latex qui te propose une soirée, tu dis non, et après tu vas voir, d'accord? Après, au-delà du mot là qu'on a défini ensemble, etc., c'est vrai que ça a ses limites et on l'a vu aussi dans les talks précédents où en fait, à beaucoup de reprises, on s'est posé la question non mais qu'est-ce qui est du sexe du coup? Parce qu'on peut avoir du plaisir sur des choses, puis tout le monde n'est pas d'accord sur. On parlait ce matin du fait de se toucher les doigts et qu'on prenne un plaisir ou une connexion de fou, alors que parfois sur des choses beaucoup plus fortes on l'a pas. Et c'est vraiment hyper intéressant. On parlait du BDSM où finalement on avait très peu de génitalité, donc est-ce que c'est du sexe? Et en fait finalement ce mot il est juste là pour, en tout cas le mot vanille, il est juste là pour aider dans la communication
mais tout le monde ne parle pas de la même chose quand il parle de sexe vanille, donc moi je serais d'avis que pour le reste de cette émission, on ne soit pas forcément bloqué sur ce mot et qu'on le laisse, mais il était utile pour introduire de quoi on parle. En fait, là, on va plus parler finalement de sexualité, de recherche de soi. Et tout à l'heure, quand on a entré en matière, on a quand même pas mal parlé de galères. Moi, ça m'intéresserait qu'on aille creuser. Je veux bien que vous me racontiez vos galères. C'est quoi? De quelles galères on parle exactement? Alors justement, on parlait de communication. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à communiquer. En fait, c'est juste que de base, c'est un symptôme de j'ai envie de quoi? Et si tu sors du script, t'es obligé de te poser la question de mais quoi même j'ai envie. au-delà de la sexualité, moi, tu veux me mettre en PLS, tu me demandes t'as envie de quoi? Hop là. AVC. Je l'ai fait en vous disant c'est quoi votre intention pour le. Ouais, ça va avec ça, tu vois. Et d'autant plus dans la sexualité, alors savoir de quoi j'ai envie. Moi, je suis dans la déconstruction depuis quelques années, donc je commence à avoir des tips et avoir amélioré certaines choses, mais je vois que je suis encore genre dire à une partenaire ce dont j'ai envie avec des mots. Et si on me demande, c'est encore pire. T'as envie de quoi? Mais c'est chiant. Donc ça, c'est une galère pour moi. Je travaille dessus. Et... Tu saurais dire pourquoi? Ou t'as réfléchi un petit peu? T'as débroussaillé un peu le terrain déjà? Te poser la question pourquoi? Oui. C'est des questions de... Oh là là, mais alors c'est des strates et des strates de psycho, tu vois. C'est une question d'insécurité, de besoin abyssal d'être aimé. Et donc d'être avant tout dans le plaisir de l'autre et dans le fait de devoir plaire. Et donc de ne même pas se poser la question qu'est-ce que j'ai envie moi, c'est comment je peux faire plaisir à l'autre. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je vais même pas demander à l'autre de quoi elle a envie. Je vais être dans des scripts, tu vois, et c'est un bordel, c'est une boucle bordélique qu'il faut débroussailler, ça prend du temps et machin. Mais ça va, ça bosse. Hein, ça bosse. Script au passage qu'on n'a pas dit, mais très hétérocentré, tout ça, encore une fois. En plus. On l'a même pas dit. En plus. Moi, je me permets de rebondir parce que moi, ça m'est souvent arrivé que mon partenaire me demande t'as envie de quoi? Et pareil, c'était limite invente un truc. Big Mac non, ça passe pas. Et c'est pas facile en fait de savoir sur le moment de quoi on a envie et surtout que voilà, si ça sort du schéma classique et qu'on n'a rien sur le menu qui nous plaît et que c'est pas évident d'aller forcément inventer quelque chose et c'est là qu'aller explorer ensemble tranquillement, tiens, si on essayait ça, non, et pouvoir justement, moi j'en reviens toujours au consentement, pouvoir avoir suffisamment de consentement mis en place pour pouvoir aller explorer un truc. On ne sait pas si on va aimer, en vrai, si on n'a pas essayé. Et puis si ça se trouve, on va aimer à un moment A et pas aimer à un moment B. On met vraiment beaucoup les gens dans des catégories sexuellement dans notre société. Je trouve ça très blessant pour beaucoup de gens d'ailleurs. Et alors qu'en fait, on peut avoir envie de 1000 trucs à 1000 moments différents. Je suis super d'accord. Après, sur l'histoire des catégories, moi je vois qu'il y a un truc qui se joue là-dedans, c'est qu'en fait j'aime beaucoup moi utiliser tous ces mots parce qu'ils me permettent ils m'obligent à définir et du coup à savoir de quoi on parle. Je trouve que c'est utile, mais c'est utile au début quand tu rencontres une notion. À partir du moment où tu te l'es approprié, le mot, c'est ce qu'on disait ce matin quand on parlait de tantra, où finalement le mot ne nous est plus trop utile, où on voudrait le redéfinir autrement parce qu'il ne veut plus dire ce qu'il disait au départ et nanana et nanana. Là j'ai un peu la même chose avec pas mal de catégories comme ça qui peuvent faire du mal finalement et qui sont plus forcément utiles. Je sais pas si tu voulais rebondir. Ouais, mais c'est la question des étiquettes et exactement. Et le truc, c'est que on vient quand même d'une culture judéo-chrétienne hyper fermée en matière de sexualité. Enfin, c'est avec vraiment, pour le coup, une manière de faire l'amour qui serait acceptable et alors toutes les autres poubelles. Donc, il y a une espèce de hiérarchie et puis il y a des gens qui se faisaient tuer pour leur sexualité. C'est encore le cas dans différents pays dans le monde. Et du coup, ces étiquettes, pour moi, elles ont aussi quelque chose de profondément politique qui permettent aux personnes concernées aussi de se rassembler entre elles. C'est-à-dire qu'on va souvent critiquer l'aspect communautaire qu'on peut trouver dans, je sais pas, par exemple, le milieu lesbien, mais en réalité, le fait de dire « je suis lesbienne », ça permet aussi de se reconnaître et du coup de pouvoir se retrouver et dans un monde dans lequel il y a eu autant d'oppression en fait, de pouvoir se dire ok en fait il y a un mot pour en parler donc je ne suis pas toute seule, je ne suis pas une freak, il y a des gens comme moi et on va peut-être pouvoir parler et se comprendre et aller au-delà de tout ça. Et effectivement dès qu'il y a de l'acceptation de soi qui se fait, là il y a ce besoin de pouvoir se déshabiller aussi des étiquettes et d'aller vers quelque chose
de plus fluide potentiellement. Enfin, moi, je crois vraiment très fort que nos sexualités, elles sont fluides au fur et à mesure de nos vies. Mais voilà, tant que c'est des mots qu'on peut s'approprier nous-mêmes et pas qu'on va se coller les uns sur les autres avec. C'est pour ça que c'est bien avec mépris. Avant je suis, c'est de rajouter en ce moment. Moi, c'est ce que je fais maintenant. En ce moment je suis, en ce moment je fais. Ça ajoute à ça. Quelle autre galère à part la communication L'identité, exactement ça. Son identité, voilà. C'est qu'aujourd'hui, et depuis un bout de temps déjà, pour beaucoup, la façon dont je baise dit qui je suis. Et ça, c'est inscrit au plus profond de nos trouilles. Déjà parce que la plupart du temps, c'est que quand je vais m'envoyer en l'air avec quelqu'un, je vais être dans un environnement où je vais pouvoir m'autoriser justement ce que je ne m'autorise pas en société. Donc ça fonctionne souvent un peu et c'est pourquoi en fait la sexualité est un environnement de liberté en fait, justement, parce que j'arrive à me créer un cadre safe dans lequel je peux exprimer en fait différentes parties de moi. La difficulté souvent, c'est qu'on a relié depuis plus d'un siècle déjà le sexe à l'identité et au sentiment. Ok. Et donc à partir de là, il y a un jugement moral qui se pose sur nous quand on rentre en contact avec une personne qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que la façon dont je la touche, la façon dont je vais bouger, si tout d'un coup je vais avoir une emprise un peu dominante ou une position, même le fait de me mettre à genoux et de la dominer, ça dit quelque chose, ou au contraire de m'allonger en dessous, qu'est-ce que ça va dire de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, et c'est là où en fait où c'est le bordel, et c'est là où en fait on est bien loin en fait de faire du sexe au début. Enfin, il y a toujours cette façon de communiquer où on a envie de se justifier toutes les 2 minutes. Non, mais alors attends, parce que si je fais ça, je mets mon doigt là, ça veut pas dire que, tu vois, etc. On peut aussi faire autrement, tu vois, et ça c'est le plus compliqué. Et pour moi, je trouve que donc la catégorisation n'aide pas justement à ça. Pour moi, la sexualité, elle est évolutive, pour la simple raison que le cerveau, il est évolutif, c'est un organe qui évolue dans le temps, en fait, et qui en fait évolue en fonction de ce sur quoi on porte son attention et de la pratique, en fait. C'est-à-dire qu'il va se déformer, changer de forme en fonction de ce qu'on pratique. Donc, à partir de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et du coup, je suis d'accord avec Axel, la première chose à faire, c'est d'arriver à détacher ça et à dire, ok, je ne suis pas la façon dont je baise. J'ai le droit de dire baise? J'aime bien dire baise. Pour dire des gros mots, un peu, j'aime bien, excusez-moi. Voilà, pas les gros mots ici sur cette chaîne. Ok. Ça n'est pas moi en fait. Voilà, et c'est juste moi en ce moment ou moi avec cette personne dans ce cadre-là à ce moment-là. Et si on arrive à se voir comme ça, là, on se laisse une possibilité en fait d'évolution et de passer d'une sexualité à l'autre et d'apprendre à s'écouter en fait au bout d'un moment. Le sexe, c'est pas de l'identité, c'est du plaisir en fait normalement. Voilà. Yes. Après, moi, des galères, j'en ai des listes. Balance, meuf. On en parle. Alors, ok. Vas-y. Déjà, je suis adolescente, je suis grosse. Donc, la question de plaire, enfin, et ça peut, là, il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver dedans, genre juste pas être dans les standards de beauté. Donc, le besoin de plaire, et c'est toujours mes copines vachement plus jolies qui vont avec les personnes qui m'intéressent. Bon, du coup, pas fou dans l'estime de soi, parce que c'est aussi de ça dont tu parles tout à l'heure. Après, du coup, besoin de plaire pour être aimé, c'est ce que tu disais. Et donc, du coup, me mettre dans des situations et dans des relations où finalement, je vais chercher quelque chose, mais enfin, ce besoin d'être aimé, c'est comme mettre une espèce de pression sur l'autre, où en fait, le moindre geste qui va être fait par l'autre, le moindre truc de travers, etc., je le prends dans l'ego, dans l'estime de moi. Donc voilà, diverses tentatives de relations amoureuses, en passant par le sexe pour ça, mais en se rendant compte qu'en fait, en face, c'était que du cul qui était voulu, typiquement. Après, il y a la difficulté à dire non, à dire stop, à connaître mes limites. Et donc, du coup, finalement, dès qu'il y a quelqu'un qui est OK pour être en interaction avec moi et qui me plaît, l'impression de devoir faire ce qui lui plaît, mais du coup, moi, dire stop, c'est compliqué. Ouais. Après, il y a les violences sexuelles. Il y a un truc que j'ai envie d'écrire en lettres de feu dans le ciel, c'est « Ce n'est pas parce qu'on ne bande pas qu'on n'est pas excité ». Ah ouais, vas-y, raconte-nous ça. Parce que j'ai trop d'expérience de panne, parce que le pénis... Ton micro, là. Oh, putain. Pardon. La frotte. C'est chiant.
Vas-y. J'ai trop d'expérience de panne parce que le pénis est la plus grosse antenne émotionnelle du corps masculin pour moi. C'est sensible, un pénis. Ouais, et surtout, c'est le moindre changement émotionnel, c'est donc donc quand en plus t'es un peu hypersensible machin et que t'es un peu en panique parce que t'es en déconstruction et du coup t'as toujours peur de faire de mal et que si je fais ça, ça va te donner quoi comme image de moi et machin. Et souvent la réaction que j'ai, c'est je vois une réaction de déception, mais de oh merde, j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, il a pas envie de moi. C'est de ma faute. Et je dis, non, ça n'a rien à voir. Et donc, en plus, c'est une boucle. Parce que c'est ça le script. C'est Ah ouais, putain. ça le manuel de bonne conduite. Si t'es assez bonne, il va bander. C'est ça. Et maintenant, je le vois dans les mimiques, je vois juste une micro-expression. Je fais, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Et ça, c'est chiant. Alors, c'est souvent le contraire. Hein. Souvent, c'est plus t'es bonne, entre guillemets. Ah oui, en plus. Plus il faut se donner du courage et dire non, c'est pas vrai. Mais c'est dans la même lignée, moi, c'est un truc qui m'hallucine encore aujourd'hui, à quel point le nombre de partenaires donc masculins, là on parle, ou en tout cas moi j'ai jamais eu de rapport sexuel avec quelqu'un qui est une femme et qui a un pénis, mais en tout cas, moi, tous les pénis que j'ai rencontrés, c'était des hommes qui les portaient. Et à chaque fois, quasiment, dans les premières relations sexuelles, j'ai toujours eu des mots d'excuse, genre « Pardon, je suis désolée, ça ira mieux la prochaine fois, là, c'était un peu court, ou pardon ci, pardon là. » Et je suis là, mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter de s'excuser de son corps, hein, juste 2 secondes. Et c'est un truc, moi, j'étais assez impressionnée de ça. Et même dans les milieux sexpo. Mais oui. Parce que même quand tu te déconstruis un peu, t'as toujours ce truc-là en tête. Enfin, moi, je sais que je l'ai toujours, en tout cas. C'est ça. Tellement l'injonction est forte, quoi. Ouais. Je remercie Blanche Gardin d'avoir fait ce sketch, d'ailleurs, sur la Gaule, justement. Ah, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai pas vu non plus. Elle a dit tu nous le justement paraphrases, ça va être génial. Elle dit que justement, c'est quand même galère d'être un homme parce que genre, le symbole de ta virilité est d'un truc que tu ne peux pas contrôler. Peux pas contrôler, oui, c'est alors vrai, que nous, les femmes, un coup de lubrifiant et on est la déesse de l'espace. C'est clair. Ouais. On est con, hein, mais depuis longtemps. Hein. Nous, on hérite de ça, on n'a pas décidé, mais. Puis on met beaucoup de patience à être con pour rester de minutie. Ouais, on fait des manifestations, des textes de loi. On peut améliorer ça, du coup, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que. La communication, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux c'est se faire coacher, en fait. Moi, je connais une super entreprise de coaching. Après, en fait, ouais, il faudrait juste en parler, je pense, de façon assez libre, parce que moi, ce que j'ai pu voir, j'ai jamais fait de shaming. Je ne sais pas s'il y a déjà eu, si vous avez eu. Mais non, en plus. Il n'y a pas vraiment de. C'est de moi avec moi-même, hein, c'est même pas, tu vois. Et il faudrait vraiment. J'en ai vécu. Hein. C'est le patriarcat, je pense pas que tu l'as. Enfin, en fait, tu l'as pas inventé tout seul. Hein, c'est le patriarcat qui t'a. Oui, certes. Oui. Parce que t'es pas du tout le seul et je connais pas de copines qui ont shamé leur mec, genre il a bourné, il a arrêté de bourner, c'était. Non, c'est la culture. Enfin, je connais personne. Ou alors, fréquente pas les bonnes. Il y en a. Il y en a. Moi, ça m'est arrivé clairement. Ça m'est arrivé. Alors, pas sur des problèmes d'érection spécifiquement, pour le coup, mais d'être shamé, si. Je trouve qu'il y a une grosse galère. C'est un peu spécial de dire ça, parce que c'est pas une grosse galère quand on met à côté. Voilà, mais c'est d'être un mec tout court. Déjà, c'est. Voilà, et d'être un mec blanc, cisgenre, et d'être hétéro, alors là. Dans un environnement sexpo. C'est pas si évident. Tu veux dire de plus avoir tous les privilèges que vous c'est avez pas tous les Je vois l'oreille qui a changé de tête. Et d'avoir une conscience du patriarcat en même temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu sais que de toute façon. Je suis une oppression. C'est ça. Exactement. Exactement, c'est ça. Et donc tu sais que tu es une oppression de base. Tu sais que c'est avec toi qu'on disait, tu sais que tu es le loup en fait. Ouais, c'est ça. Et donc dès le départ, il y a toute cette barrière à devoir déconstruire déjà avec l'autre en disant bonjour, je suis désolé. Je suis un blanc hétéro. Je vous préviens. Mais je ne vais pas te violer, te taper, je vais écouter ton consentement, je m'assure. Tu vois, il y a tout ça derrière à déconstruire et ça, c'est super chiant des fois. Des fois, c'est super chiant. Et ensuite de ça, il faut trouver aussi des partenaires qui acceptent de communiquer. Moi, je sais qu'avant d'être dans les milieux sexpositifs, par exemple, trouver des porteuses de vulve qui étaient d'accord pour communiquer sur leur sexualité, rien que pour faire un feedback sur ce qu'elles venaient de dire, et tout en étant honnête, c'est pas facile en fait, c'est rare.
Et moi, plein de fois, je me suis retrouvé face à des nanas où on attendait de moi un comportement spécifique et qu'au bout d'un moment, si je rentrais pas dans les cases patriarcales et que je mettais pas un peu d'énergie, un peu de brutalité, un peu de ceci, un peu de cela et tout, etc. Il y a une façon de faire qui est la bonne, tu vois, qui est celle-là. Je me faisais clairement shamer parce que soit je suis trop doux, soit je suis pas assez doux, soit je suis ceci, soit je suis cela. Enfin, un vrai mec. Ouais, c'est ça. Et, Moi, j'ai même eu moi, j'ai besoin d'un homme déconstruit, mais qui soit quand même un peu viril et sexiste. oui, c'est ça. D'accord, c'est un peu comme les femmes. Démerdez-vous. Décoince-toi, mais sois pas trop une salope, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une expression pour désigner cette catégorie de personnes. C'est les HSBC. Je sais pas si vous connaissez non. cette expression. Si, j'ai déjà entendu. Ouais. C'est homme, straight, blanc, cisgenre. Je sais pas. Ok. Tu Je sais feras une plus, incise. enfin, une incise, mais j'ai déjà... Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ouais, quand Ouais. j'en parle, ouais. Ouais. Les HSBC. Les gars qui essayent d'être des gars bien, qui ont vu le truc. Mais limite, des fois, enfin, pour l'anecdote un peu drôle à ce sujet-là, je me suis retrouvée une fois en interaction avec un homme comme ça, très déconstruit, qui faisait super gaffe, donc homme blanc, cisgenre, voilà, hétéro, machin. Et il était vraiment dans ce truc flippé de me violer. Voilà, donc 12 millions de vérifications de mon consentement et tout. Bon, très bien. Puis à un moment donné, j'étais quand même à califourchon sur lui. On était nus. Non, je Il vais avait pas les signer ce bras contrat. là. Je pense que tu peux me toucher là. Tu peux y aller. Je pense que là. c'est pas- Parce qu'il me demande, parce qu'il me demande, est-ce que je peux mettre mes mains sur ta tête? Je dis oui. Je pense que là. Donc c'est assez drôle aussi. Bon, c'est une anecdote un peu marrante, mais ceci dit, je préfère ce genre de situation que permet ces espaces de consentement et en rire et 1000 fois. Mais ça nous dit quand même qu'il y a un vrai truc qui fonctionne pas bien dans les rôles qu'on attend de nous, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en fait. Oui. Ouais, puis tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, moi, je connais pas de personnes qui ont ouvertement shamé un mec parce qu'il bandait pas, en fait, je suis même pas sûre que les personnes elles-mêmes se rendent compte que leur réaction peut être, en fait, jugeante. Parce qu'il y a cette espèce de jeu de miroir, tu vois, de comment est-ce que je suis jugée, et du coup, si tu bandes pas, ça veut dire que je suis pas assez bonne. Donc déjà, je suis en train de me prendre une espèce de truc dans l'ego, voilà. Et donc si j'ai une surprise ou ah bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu vois, comme le mec en fait, il est sur un sujet sensible, bah du coup ne serait-ce qu'une question, ça peut être pris comme ah là là, mon Dieu, c'est la fin du monde, elle est en train de jouer. Et donc en fait, on est dans une espèce de jeu de miroir où quand on n'est pas soi-même en lien avec ses valeurs et suffisamment à se connaître et à comprendre nos comportements et à être à l'aise avec, bah en fait la moindre réaction émotionnelle de l'autre, un peu surprise ou touchée ou vulnérable ou autre, on va pouvoir se la prendre comme un... Ben voilà, ça vient taper comme sur des blessures qui sont déjà là, quoi. Ouais. Donc, et donc, c'est intime, la sexualité, malgré son... Donc ça demande du temps aussi, de créer de l'intimité, ça demande du temps, de toute façon. Ouais. Et du coup, moi, je te rejoins sur le côté, prendre le temps de communiquer, etc. Et de trouver aussi son rythme avec ça, ses partenaires. Et mieux vaut y aller tranquille et construire progressivement. Mais je sais que, moi, comme je relationne avec des hommes et avec des femmes, et je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant d'avoir un corps, d'interagir avec un corps de femme, parce qu'il y a toujours cette crainte de l'abîmer, de la casser ou de faire ressurgir des traumas et ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Une fois qu'on est un petit peu déconstruit et qu'on sait tout ce que les femmes vivent, c'est tendu, quoi. Quand tu te retrouves à deux à poil et t'es là, ok, bon, et maintenant, est-ce que je peux... T'es sûr, tu me dis, hein, c'est quoi tes envies? Écris dessus, ce que je peux... Voilà. Comment? Écris dessus, là oui, là non. Tu fais des zones, mais tu sais qu'il y a une soirée comme ça, une soirée à thème comme ça, où tu t'écris des zones et t'écris ce que tu veux recevoir, et sur telle zone. Ça me fait penser aux planches avec le bœuf. Le côté... Non, mais c'est un peu ça. Mais je sais que, moi, quand je suis dans ce cas-là, avec du coup une femme, ce que je commence par faire, c'est déjà, je sais que j'ai une partenaire avec qui il a failli rien se passer du tout, parce que
Bah, on n'osait J'arrivais pas se pas à lire. toucher, quoi. C'était pas écrit. On n'osait pas Pas se toucher. Parce que je bandais pas. Non, mais moi j'ai une vulve et du coup je bande pas avec mon clito, mais sinon je n'ai pas de pénis. Mais en soi, ouais, elle osait pas faire de move et je n'osais pas faire de move et on s'est dit bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose, quoi, parce que quand même on a envie, quoi. Et du coup on a commencé par se prendre dans les bras et ensuite déjà moi je lui ai envoyé un message en lui disant je sais que ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, mais c'est pas parce que ça fait longtemps et c'est pas parce que on aura peut-être peu d'occasions qu'on doit faire l'amour ensemble. Et elle m'a envoyé un merci. Genre vraiment. Et puis c'est pas parce que tu me reçois chez toi. Enfin, j'avais écrit tous les trucs qui faisaient que potentiellement il y avait une injonction. Et je lui avais dit ok, genre il y a 0 injonction, quoi. Et du coup, ouais, on avait commencé à se prendre dans les bras, et puis après, on avait exprimé d'autres envies, et puis ça s'était fait. C'était une très bonne soirée. Très bonne soirée. Mais ouais, c'est pas évident, quoi. Après, pour répondre à ta question sur les solutions, il n'y en a pas des masses, parce que la problématique, c'est que déjà, tout ce qu'on raconte, ça met en relief le fait qu'il y a un problème de base, de toute façon, dans l'organisation patriarcale, et dans la façon dont on est construit psychologiquement depuis qu'on est petit, parce qu'on très peu de gens échappent en fait durant leur éducation à toutes ces injonctions-là. Donc il y a tout à déconstruire. Du coup, la meilleure chose, c'est d'incarner ce qu'on veut voir chez l'autre, en fait. C'est ce qui me semble la première solution. La deuxième, c'est de toute façon, c'est de prendre le problème de face et de ne pas le nier surtout, parce que c'est ce qui est le plus sécurisant. Donc c'est d'en parler. Et peut-être essayer d'avoir des conversations, souvent au début des relations, qu'on a tendance à mettre plutôt plus tard, mais au contraire les mettre dès le départ de la relation pour pouvoir créer un cadre safe. Le fait de parler, de communiquer, ça me semble aussi hyper indispensable, tout simplement, le fait de verbaliser, en fait. Voilà. L'humour aussi, ça aide bien. L'humour, ça aide à faire passer. Ça aide à, ouais. Mais c'est pas ce qui crée la sécurité. Et Chez l'aftercare moi, si. aussi, c'est très important. Ouais. Parce que souvent, moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que plusieurs fois dans ma vie, il peut y avoir une partie de jambes en l'air qui se passe de X façon, et si après il y a un aftercare, on va dire, important ou sincère en fait, tout simplement, et ça passe par un câlin, par prendre du temps, par demander comment c'était, par fermer sa gueule et écouter la réponse, et ne pas se justifier. Des trucs comme ça, enfin, tout simplement, tu vois, je sais pas, proposer de l'eau, n'importe quoi, enfin, tu vois, n'importe quel geste, en fait, je m'occupe de toi et parce que je sais que tu as vécu quelque chose d'émotionnellement fort, fait que, bah, déjà, tout ce que tu viens de vivre, tu vas le vivre autrement, en fait, parce que la sexualité ne s'arrête pas, effectivement, au moment où tu jouis, mais elle s'arrête au moment où tu claques la porte et tu t'en vas, en fait, tu vois, vraiment, tu sors de l'espace, quoi. Et donc, il y a toute cette partie ensuite qui donne une coloration plus ou moins différente. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai, je sais pas, je peux avoir une sexualité dominante avec quelqu'un et que juste après, je me lève et je me rhabille et je pète pas un mot et je claque la porte, là, tout d'un coup, il y a une des chances pour que la situation soit mal vécue et que ce soit avilissant. Si par contre, je fais la même chose et que juste après, je m'enquière de comment ça va et je fais un câlin et je vais donner beaucoup de douceur à la mesure en fait de ce que j'ai pu ne pas donner dedans parce que c'était un jeu et que c'était l'idée, et ben, à partir de là, ça va être pensé différemment en fait. Donc il y a toujours cette idée de se dire, ok, il est important de revenir en fait à cette conscience avant et après avoir baisé en fait, et de bien clarifier et transmettre le fait que on revient dans un univers que je sais être patriarcal, dans lequel tu es peut-être vulnérable, et donc à partir de là, je vais revenir là-dessus et te donner des signes, tu vois, pour te dire, voilà, ça c'est la sécurité, et tu peux communiquer avec moi, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que dans les discussions autour du BDSM, on en était arrivé à la conclusion qu'en fait, il y avait besoin de care aussi, d'aftercare dans le sexe vanille, chose qui est protocolaire dans le BDSM. Donc, et c'est pareil, pour le consentement, c'est protocolaire. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est dans n'importe quelle situation, on a de la vulnérabilité. Ça doit être la norme, en fait, plutôt que... Ça. Ah oui. Et le truc qui m'a fait sourire quand tu parlais, c'est que je me dis décidément à chaque talk, la conclusion, c'est
Non, mais Le capitalisme. le capitalisme et le patriarcat, ça va pas du tout. Ah oui, aussi, C'est le problème. Ça me fait rire parce que c'est pas forcément les mêmes intervenantes. Donc en fait, vous n'êtes pas au courant que les autres ont dit ça, mais si, on parle pas du même sujet. Ouais. Mais ça prouve quand même à quel point ça influence nos mécanismes internes, etc. Et un truc qui m'est venu là pendant que je vous écoutais, c'était aussi la difficulté, ça rejoint un peu ce qu'on se disait dans le talk d'avant, on a parlé des désirs, etc. Mais la difficulté qu'on peut avoir à cause de ces rôles, justement, et de ce script dont on parlait tout à l'heure, de proposer, par exemple, en tant que femme, c'est difficile de prendre le lead. On est en attente, tu parlais, en fait, dans ce que tu disais, vous étiez toutes les deux à attendre. Ouais. En fait, on est dans une posture d'attente. J'ai eu la même problématique quand je relationne avec des femmes aussi. C'est genre, ah bah oui, mais attends, si on attend toutes les deux, on va avoir un problème, on va se regarder dans le blanc de l'œil. Et même dans des relations, des fois, hétéro, où je suis en train d'attendre que l'autre soit proactif, je vais dire, mais attends, pourquoi déjà ? Attends, en fait, non, je veux déconstruire ça, tout en ayant conscience que de toute façon, c'est socialement construit. Donc bon, on va pas s'affranchir du patriarcat à notre petite échelle, mais par contre, on peut en prendre conscience et se rendre compte des moments spécifiques où ça nous freine dans une interaction, etc. Je sais pas quelle est votre expérience de ça, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, vous, dans votre sexualité, cette problématique d'initiative, ou d'être à l'initiative ou de ne pas être à l'initiative ? Oui, en tant qu'homme, oui, tout le temps, oui. Tout le temps, parce qu'il y a effectivement le script de c'est moi qui dois prendre l'initiative parce que je suis un homme. Et donc, quand je prends l'initiative, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Parce que des fois, une partenaire qui fait ouais, vas-y, j'aimerais bien aussi, moi, attendre et qu'on vienne me chercher. Sauf qu'en fait, du coup, souvent, t'attends. Indéfiniment. Tu fais des petits signes et tout. Et en plus, quand tu prends l'initiative, tu dis ok, il faut que je prenne l'initiative, mais pas trop. Et donc, je peux avoir une liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc, oui, c'est permanent. C'est permanent. Ça contribue à mettre une pression, quoi, en fait. Ouais, après, oui. Et en même temps, c'est aussi une responsabilité, ce que tu disais aussi un peu. Ok, voilà, bon, c'est tout. On est des hommes blancs, hétéros, cisgenres dans une société patriarcale. Et ben, au bout d'un moment, je prends la responsabilité de ça et je vais tout faire pour agiter un drapeau blanc, mais en même temps, tu vois, c'est compliqué. En même temps, c'est pas nous qui avons les plus gros problèmes. Donc en vrai, ça va. Ouais. Non, mais on est bien d'accord. Ouais. Ça n'empêche pas d'en parler. Mais ça n'empêche pas d'en parler. Quoi. Mais oui, c'est vrai que des fois, l'injonction au premier pas, ça bloque tout un aspect de la relation possible. Pour être. Et pour les personnes assignées à la naissance ici, ouais. En fait, moi, je pense qu'aussi, il y a du cas par cas et qu'on on a tous une psychologie, on est tous un peu bizarres, chacun individuellement, non ? Non. Moi, je suis tout à fait normale, vous voyez, je fais des choses normales. Mais moi, je rigole de moi-même parce que je suis très, très incapable de faire des premiers pas. Et donc, je vois que j'ai ce truc-là, je ne sais pas si c'est dans mes gènes, que j'aime bien être chassée. Alors que j'ai des potes qui aiment bien plutôt chasser. Je ne sais pas si c'est vraiment bien d'utiliser ce mot, mais je l'utilise quand même. Compris. Je choisis. Mais... Et en même temps, dès que je me fais chasser, je me dis « Ah, un prédateur !» Du coup, c'est compliqué. Enfin, j'ai une question du coup que je me pose. Est-ce que le Sexpo ne t'aide pas justement à avoir des espaces où tu as l'occasion de prendre des initiatives ? Ouais, mais après, moi, il y a quelque chose qui me frappe un peu dans le Sexpo, c'est que... donc là, je parle en tant que moldue à des gens expérimentés. Non, on va te juger, attention. Non. C'est le genre de la maison. Mais souvent, j'ai l'impression que... voilà. En fait, j'ai l'impression que le Sexpo, ça annihile un peu aussi toute la problématique de séduction. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, les gens... Voilà, je le dis avec mes gros sabots, mais qu'il y a les gens sont là pour faire du sexe, et du coup... ils viennent et ils font du sexe. Et je fais quoi si y a personne qui me plaît, on va quand même faire... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression qu'il y a plus trop de... Je vois pas trop de séduction. Et moi, c'est quand même... j'ai l'impression d'être Catherine Deneuve que MeToo, c'est génial. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais moi, la séduction, c'est vachement important pour moi. Ouais, ça enlève, en fait, le protocole le cadre établi pour... instaurer les règles de consentement, enlève une part du jeu de séduction qui parfois est prédateur et problématique, mais
pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une part de jeu finalement là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. Enfin, Moi, ressenti je vois ce que aussi un tu peu. veux dire et en même temps, je pense que c'est peut-être une autre séduction. Ouais. Ouais. Je crois que c'est juste une autre séduction qui prend peut-être. C'est une question de temps, peut-être, je sais pas. Ou en tout cas, il y a. En tout cas, moi, personnellement, quand je suis dans une soirée sexpo, je suis en panique, tout comme dans la vie par défaut. Quoi, tu vois, il y a pas de. Ouais. Ah oui, oui. Non, c'est pas vrai, un petit peu moins parce que. Te laisser porter par le cadre quand même. Oui, puis en fait, ce qui fait que je suis moins en panique, c'est pas le fait que les gens sont là pour faire du sexe, c'est que les gens sont a priori bienveillants s'ils sont dans une soirée comme ça. Donc à partir de là, ok, j'ai moins de crainte d'être rejeté, etc., etc. Donc, je vais être peut-être plus à même de séduire, parce que juste j'aurais moins peur, mais juste parce que c'est bienveillant, pas parce que les gens sont là pour ça. Moi au début, les premières soirées que j'ai fait, je me disais ok, ça m'est arrivé d'en faire, ou je me disais il faut que je fasse quoi? C'est obligé, du coup on est obligé de... Mais pareil, je me disais mais s'il y a personne qui me plaît, machin. Et en fait non, c'est juste, c'est les mêmes normes, mais qui sont plus safe en fait, tout simplement. Et donc ça permet juste d'être moins dans des scripts. Donc c'est vraiment, je pense, une autre séduction. Moi, j'y vois pas mal une espèce d'injonction à la polygamie, alors que... On n'en a pas parlé dans le talk Super sur le sexpo, mais intéressant. Ouais. effectivement, Alors que, en fait, le sujet du jour, mais je suis d'accord que tu en parles parce que on l'a pas mentionné. j'ai l'impression d'être la réac, mais moi, je pense que je suis assez monogame, en fait. Genre, j'aime bien leur truc assez unique. On avait déjà eu, on n'en a pas parlé dans le talk sur les relations et je pensais que ça sortirait, mais en fait on a parlé tout autre chose qui était beaucoup plus deep que ce que j'aurais imaginé sur la thématique. Mais c'est c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois, surtout moi en tant que polyamoureuse, c'est vrai que je le ressens moins, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui sont exclusives et qui se retrouvent là et qui disent ok, mais comment on fait pour participer aux jeux, aux soirées, etc. Si moi j'ai envie de rester exclusive, etc. Et un peu comme tu disais avec le mot sexe vanille, et genre c'est chiant, et le BDSM c'est censé être le truc bien, un peu ce truc de si t'es que monogame, c'est que t'as pas déconstruit, c'est mieux d'être poly, quoi. Alors que, enfin, bon, je le dis là, mais pour moi, le polyamour, c'est une orientation amoureuse, en fait. Au même titre qu'une orientation sexuelle. Donc, il y a une part qui est construite, que tu peux déconstruire, mais il y a une part qui est là et qui est non choisie, en fait. Et la monogamie, c'est la même chose, quoi. Ouais. Bon, bref, là, on part sur un autre débat, mais je comprends le mal-être qui peut rentrer, du coup, dans le jeu de séduction et dans la problématique de séduction dont on parlait juste avant, quoi. Et du coup, tout à l'heure, sur les questions de peur et de problème, moi, je sais qu'il y a vraiment ce truc-là qui a été présent consciemment ou pas, de l'ordre de... mais du coup, si l'idée, c'est de construire ma vie avec un ou une partenaire... parce que voilà, moi, ma vision dans la vie, c'est de faire des enfants avec une personne. Donc, il y a un projet de vie quand même. Voilà, mais il y a ce côté-là de... cette peur de la monogamie, en fait, et de me dire, mais du coup... Et des deux côtés. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'assure suffisamment toute ma vie pour que l'autre soit pas infidèle. Et ça, je pense que c'est dans l'inconscient collectif de tellement de personnes. Et en même temps, moi, si j'ai du désir à l'extérieur de mon couple, c'est mal et il faut que j'aille faire 3 Ave Marie, que j'aille au professionnel et que je me coupe en fait de ma sexualité. Est-ce que je suis toujours amoureux? Enfin, on remet en question l'amour de la personne. Enfin, alors que c'est juste normal en fait, au bout de quelques années passées ensemble, que le désir sexuel il baisse mécaniquement parce que le mystère baisse et que l'intimité augmente. Et donc pour moi cette question-là de comment est-ce que tu fais pour maintenir le désir dans le couple sur le long terme, mais aussi maintenir juste cette confiance en fait et ce niveau d'estime de soi de en fait on s'est choisi et c'est cool et du coup il n'y a pas besoin de se sentir en compétition avec d'autres personnes, il n'y a pas besoin d'être dans des espèces de trucs de possessivité, parce que juste on a confiance, quoi. Et ça pour moi, dans cette idée de sex vanille, en tout cas de relations normatives, j'ai l'impression que l'ombre de l'infidélité, en tout cas pour beaucoup de femmes avec qui je parle et j'échange, c'est une peur. C'est une problématique que j'ai beaucoup aussi avec les personnes que je coach dans les relations. Cette problématique de on n'a plus la même libido ou j'ai plus de libido tout court pour cette personne parce que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans où on a eu des enfants, puis maintenant je suis après ma grossesse, enfin voilà. Et
qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et je pense que l'une des premières choses, c'est le fait d'en parler. Enfin, je pense que rien que les mots que tu viens de dire, c'est hyper important en fait de juste dire qu'en fait c'est normal de passer par des phases où la libido est plus basse et que effectivement avec l'intimité qui augmente, la libido baisse souvent. Ouais. Oui, et pour avoir été en couple avec Laura donc depuis des années, ça fait 42 ans à peu près. Moyenne. C'est ça. On a vécu complètement ces moments-là. Du coup, je suis allé mettre mon nez beaucoup dans des bouquins et dans des bouquins de sexothérapie en fait pour voir ça. La meilleure chose que j'ai vue, c'est l'explication qui pour moi me paraît très rationnelle et que j'ai expérimenté, que je trouve vraie, c'est que le désir déjà c'est ce qu'on ne possède pas. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on possède déjà. Voilà, c'est ce mécanisme-là, déjà de base. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a une espèce de peur en fait qu'on a. Et c'est cette peur en fait d'être rejeté, mais c'est en même temps l'envie de vouloir être désiré en fait et de désirer l'autre qui fait qu'on va avoir un mouvement vers l'autre, une excitation en fait, une attirance érotique. Et à partir du moment, tout ça pourquoi? Pour être rassuré en fait. C'est à partir du moment où ça y est, on touche l'autre, on fait un câlin, on embrasse, on roule une pelle, là, ok, on est rassuré. Okay, et là, on crée de l'intimité, la proximité. Du coup, plus on sort ensemble dans le temps, plus on est proche, plus moins il y a de désir, puisque le désir, ça dépend de la distance qu'il y a entre deux personnes. Sans distance, il n'y a pas de désir. Tout ça, ça me semble être une espèce de tension, en fait. Donc, s'il y a trop de distance, ça pète. Évidemment, on se voit plus, on se fréquente plus. Bon, voilà, on n'a plus envie de nous parce qu'on passe à autre chose. Mais si on est collés tout le temps l'un et l'autre en permanence, à partir de là, on passe pratiquement de la catégorie couple à la catégorie famille. Et normalement, on ne baisse pas avec sa famille. Et donc, évidemment, le désir, puisqu'on possède, entre guillemets, qu'on est au désir, qu'on est à l'accès, qu'on est dans des scripts, qu'on connaît l'autre par cœur et qu'on sait qu'on peut le toucher n'importe quand, le désir baisse. Donc, tout bêtement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis... de façon consciente et presque même artificiellement, de la distance dans mon couple. Alors, et ça part par des choses très simples déjà, c'est d'accepter la frustration. C'est-à-dire que la frustration, on nous apprend, surtout dans une société capitaliste, que c'est quelque chose de mal en fait. Et il faut la combler, c'est un vide et il faut vite remplir en fait. Alors que la frustration, c'est le désir, c'est la tension en fait. C'est tant que justement je ne t'ai pas encore touché, etc. Je suis donc frustré parce que j'ai envie et parce que j'ai envie, je te désire. Du coup, il faut réintroduire cette frustration dans le couple. Ça fait que par exemple, si je m'approche de Laura, je sais que sur le papier, je vais pouvoir mettre mes mains dessus et elle va peut-être même pas le remarquer en fait, parce que je vais tellement de fois les mains dessus, voilà. Et là, c'est ma responsabilité de dire, ok, vas-y, ne la touche pas, regarde-la. Tu vois, retiens-toi, ne la touche pas, regarde-la. Et parce que je ne la touche pas, et évidemment, tout de suite, automatiquement, tac, j'ai une posture de désir qui va se déclencher. Et je vais avoir tendance à essayer de la draguer ou à lui faire un petit sourire. Et ça revient, c'est mécanique en fait. Donc c'est vraiment, moi, c'est quelque chose pour avoir expérimenté. C'est pas facile, mais c'est mécanique et ça fonctionne. Tout simplement, remettez de la distance en fait et gardez cette tension en fait. Mais ça dépend que de nous en fait. Personne de l'extérieur va venir nous dire. Enfin, ça va pas se faire naturellement. Ça demande vraiment de l'injecter. Et à partir de là, mécaniquement, le désir il revient en fait. Voilà. C'est super intéressant. C'est pas de moi, c'est de Esther Perel. D'accord. J'allais dire, c'est Esther Perel. C'est Esther Perel. C'est hyper fascinant, Tu connaissais toi? Ouais, je connais Esther Moi, ça a Perel, changé ma vie d'apprendre ça. Quoi. Elle a notamment un truc qu'elle m'a apporté, moi, dans la question du désir que j'ai trouvé super intéressante et qu'on a appliqué. Alors, je suis en relation principale, je vis une polyamorie avec hiérarchique. Et donc, j'ai une relation principale. Et déjà, pour rebondir là-dessus, on a été à distance pendant quelques années parce qu'il travaillait à l'étranger. Et effectivement, on se voyait par période de 1 mois, 2 mois. Et le désir était là. Alors que là, depuis le Covid, il est en France. Et bon, c'est beaucoup moins marrant, quoi. Parce qu'il n'y a pas ce truc-là. Mais quelque chose qu'on a mis en place et qui est super intéressant dans le travail d'Esther Perel, que moi, elle m'a apporté en tout cas, c'est la notion qui va à l'encontre de toute la déconstruction qu'on a, de se donner rendez-vous et de faire du sexe d'une manière comme un rendez-vous dans la semaine, en fait. La spontanéité est un mythe.
Oui, voilà, de créer le jour, alors qu'on se dit non, mais il faut pas. Surtout quand on est. Alors, je pense pas que c'est un truc à appliquer pour tout le monde dans toutes les situations à tout moment, mais une fois qu'on a déconstruit ce truc de je suis plus en train de me forcer avec mon partenaire, je sais dire non, j'ai appris en tout cas à dire non. En tout cas, il y a la parole qui se libère là-dessus, et je suis pas en train de me forcer à avoir des relations sexuelles parce que je pense qu'il le faut, etc. Quand on a passé ce cap-là, ça peut être pas mal de se dire, bah en fait. Même si j'en ai pas envie, et si je me donnais ce rendez-vous comme un rendez-vous pizza, quoi, où en fait la question se pose pas, on mange de la pizza tous les samedis, et en fait il y a peut-être des jours où j'aurais préféré une salade si je m'étais posé la question, mais là c'est de la pizza, bah c'est pizza, quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant, et nous on l'a mis en place pendant quelques mois comme ça. On avait notre date de la semaine, et c'était super intéressant de se dire que quoi qu'il arrive, ce date était dédié à la sexualité. Alors nous, vu qu'on fait du vanille et du BDSM, c'est ça aussi l'une des choses que je voulais dire dans ce talk-là, que c'est pas parce que vous êtes BDSM que vous ne faites pas de sexe vanille. Hein. La majorité de notre sexualité est d'ailleurs vanille en réalité. Mais bref. Et du coup, c'était intéressant de se dire, bon bah, les jeudis soirs, pour pas citer le jour de la semaine, on penserait à nous les jeudis soirs, donc c'est cadeau. Et bien, les jeudis soirs, on se disait, bon bah voilà, qu'est-ce que tu as envie d'explorer dans la sexualité? Et ça pouvait être tout, quoi. Ça pouvait être discuter de manière très sensuelle, ça pouvait être faire des massages, ça pouvait être faire du BDSM, ça pouvait être parler aussi, regarder du porno ensemble, enfin ça pouvait être vraiment tout. Et c'est hyper intéressant cette histoire de déconstruire ce mythe-là du désir. Et une deuxième chose que j'ai trouvé très utile dans le travail, alors je sais pas si je le tiens, je crois que c'est Esther Perel qui me l'a introduit, mais c'est pas elle qui me l'a vraiment fait comprendre. Je pense que c'est plus le travail d'une coach dont je parle tout le temps qui s'appelle Brooke Castillo. C'est la notion que le désir, c'est comme toutes les émotions, un peu avancées, hein, pas les émotions primaires. C'est-à-dire que les émotions viennent de nos pensées. Et en fait, quand je désire quelqu'un, c'est parce que j'ai des pensées à propos de cette personne qui créent ce désir. Et il y a un moment donné, quand je désire plus cette personne, bah, c'est que je n'ai juste plus les mêmes pensées à propos de cette personne. Elles se sont transformées en autre chose, qui est plus de l'affection, de la confiance. Enfin, t'en as parlé un petit peu de l'intimité, enfin plein de choses. Et en fait, je peux me dire, tiens, chez moi, dans mon mental, qu'est-ce qui crée le désir? Qu'est-ce que je pourrais penser à propos de cette personne qui va me créer du désir si je le veux, quoi. Ça, j'avais trouvé ça ultra intéressant pour s'auto-créer de la libido, quoi. Oui, tout à fait. Et un autre truc, qui est un autre questionnement, mais c'est aussi une autre chose que moi j'ai un peu plus de mal à déconstruire, mais qui m'a été proposée il y a quelques mois et que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire, et est-ce que ça serait pas ok aussi de juste pas avoir de désir du tout? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de faire de la sexualité et d'avoir du désir? Bon, moi j'ai une réponse toute faite dans ma tête qui est mais parce que c'est trop bien, je veux et c'est dommage. Donc j'ai pas déconstruit encore et j'ai pas fait le deuil de ça, mais c'est une vraie question que je trouve intéressante à se demander, tiens, mais et au pire, voilà. Après, je vous ai balancé. Après, parce que c'est trop bien, je veux, je trouve qu'on est dans une motivation pour le coup qui est intéressante parce que ça parle de toi, de ce que tu aimes, de tes valeurs. Et juste, moi, je trouve ça trop bien dans ma vie et j'ai envie de voir plus de ça dans ma vie. Qui n'est pas la même chose que mon mec va me quitter si il le faut, assez, ou je ne suis pas une vraie femme si nanana. Bah, du coup, ça me fait le déclic là, de me dire que c'est une question de valeur ou est-ce que c'est une injonction, effectivement. Ouais, Géraud. Bah, moi, ça me fait penser que en ce moment, je suis dans un mouvement où je mets beaucoup de barrières à mes interactions dans les événements sexpo que je fréquente. Parce que je me rends compte que j'ai envie de créer autre chose, en fait. J'ai des envies de monogamie. Je comprends, ça régulièrement aussi. Et ouais, je suis beaucoup plus dans une rencontre et j'ai pas envie d'imposer ça aux personnes que je rencontre, mais je suis juste dans ok, j'ai envie de faire connaissance avec toi et c'est ok si c'est juste on fait connaissance, mais moi je me sens pas de donner plus que ça maintenant. Je sens que je rougis en disant ça et que j'ai touché mon micro. Pardon. Ça va le collier? Ça va tout. Et ouais, que j'ai vraiment envie de donner un tout petit peu et d'être dans un échange et je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais en gros, l'idée c'est que voilà, le sexe vanille demande un degré de confiance qui est moindre pour moi que le BDSM. Il y a vraiment, pour moi, le BDSM c'est ce que je fais avec des gens. Soit dans un cadre une soirée hyper cadrée et j'ai une envie et si c'est ok pour moi, j'y vais. Mais sinon, hors soirée,
Le BDSM, c'est quelque chose que je fais avec quelqu'un en qui j'ai hyper confiance. Sinon, c'est pas possible. Et ça demande d'avoir relationné avant, en fait. Et voilà. Je pense que c'est une histoire de... Enfin, disons que si tu n'as pas nécessairement très confiance en une personne, tu peux faire du sex vanille parce qu'il y a le script, encore une fois, qui protège et qui fait que de toute façon, tu sais qu'il ne va pas se passer un truc très loin en matière de consentement. Ouais. Enfin, en fait, ce que je suis en train de dire, ça peut pas être perçu comme très grave parce que tu peux quand même te faire violer, etc. Mais je veux dire, il y a... Donc dans le BDSM, tu peux pas te passer de cadre et dire non, mais YOLO, allons-y. Bah là, il m'a quand même étranglé, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, quoi. Donc il y a moins ce truc-là. On se sent un peu plus safe parce que le script fait que de toute façon, il va pas lui prendre une idée chelou, a priori. Tu sais à quoi t'attendre, justement. Bon, c'est... Voilà. Après, il y a une autre solution, moi, je trouve universelle, c'est l'imagination. En termes de sexualité... pour moi, ça a toujours été évident que l'art et la sexualité, c'est pas si loin. Il y a moyen de faire de la sexualité avec de l'art et de l'art avec de la sexualité. La sexualité créative, on y revient. Je pense que même dans le sexe vanille, pour moi, le sexe vanille, ça peut être complètement créatif. Même le sexe vanille monogame, ça peut être créatif. Un jour, j'avais je sais plus qui m'avait raconté ça en disant, mais... tu peux très bien faire des plans à 3 en étant monogame. Je dis, bon, vas-y, comment? Il dit, bah, c'est simple, tu te mets dans le noir et tu dis, tu choisis avec ton partenaire quelqu'un, donc je dis n'importe quoi, Valérie, Régis, de nom hasard, voilà. Donc, un coucou à toutes les Valéries. Coucou Valérie, coucou Régis. De toute façon, quel que soit le nom que je prenne, c'est mort. Mais... On pensera à vous jeudi soir. C'est ça. Et à partir de là, tu dis, OK, maintenant ferme les yeux et imagine, en fait, cette main, c'est pas la mienne. C'est la main de Régis et il est en train de te faire ci, il est en train de te faire ça. Il est devant toi et tu décris, en fait, et tu parles et tu évoques, en fait, quelqu'un qui n'est pas là, mais à haute voix. Et je peux vous dire que ça met putain de... Tout se passe dans la tête, en fait. C'est là qu'on voit que... Et là, tu sors de ça en ayant l'impression, plus ou moins, d'avoir fait un plan à 3, alors que, bah non, en fait, non, tu étais avec cette personne. C'est juste un peu d'imagination, en fait, à rajouter à l'intérieur, même du script, en fait, pourquoi pas. N'importe quoi, ou faites la même chose, mais une main attachée dans le dos, ce que je te disais l'autre jour, tu vois, ou tu peux agrafer quelqu'un sur une planche en mettant un drap dessus, et après, une fois qu'elle est agrafée, pas sur la personne, hein, sur la planche, tu déchires le drap, en fait, et après, tu fais ton script. C'est pour ça qu'après, on pourra discuter sur est-ce que c'est du vanille ou du BDSM. Pour moi, ça devient tout ça. Dès qu'il y a des objets, ça peut... Il n'y a pas de... On revient à cette notion de... Il n'y a pas vraiment de cases. Enfin, c'est tout le problème qu'on a avec les cases et les étiquettes. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un spectre. Et tu te places où tu veux. Mais est-ce que... Le fait de se filmer, par exemple. Il y a un truc qui me vient. Un truc auquel je n'ai pas pensé dans la définition de tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais et ça va aussi dans tout le script du sexe ou quoi, mais il y a quand même... Derrière le sexe vanille, un truc que j'ai pas dit, mais il y a quand même cette injonction à il y a de l'amour. Ou alors c'est très clair qu'il y en a pas. Et dans ce cas, c'est pas du sexe vanille, c'est de la baise presque. Enfin, ou en tout cas, on doit se le définir. Ou alors c'est pas clair, tu vois, dans l'échange que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là, l'injonction au romantisme qu'il y a derrière, en fait, même si je pense que c'est un peu moins vrai pour notre génération, mais ou même au non-romantisme. Je trouve il y a plus même ce truc de moi que j'ai vu de gens qui du coup vont vraiment rien faire d'affectueux pour attention, c'est pas du romantisme. Hein. Pour parler de romantisme, il y a moi je me rappelle avoir eu un rendez-vous avec une personne que j'avais rencontrée sur un réseau social de rencontres. Et en fait, au premier ou au deuxième rendez-vous, à un moment on était devant un paysage et à un moment je ferme les yeux. Et elle m'a embrassée. Et c'était pas du tout consenti, en fait. Et ça se voulait très romantique et très vanille, pour le coup, mais c'était pas du tout consenti. Et comme quoi, le romantisme... il y a un vrai débat sur le romantisme... C'est issu du patriarcat, alors. Voilà, oui. Où ça arrête... Après, j'ai employé le mot romantisme. Moi, ce que j'entendais là-dedans, c'était le fait qu'il y ait du sentiment amoureux. Mais le mot doit vouloir dire les deux choses, mais complètement. Ce que tu décris là... Je pense effectivement qu'il y a une distinction
Comme tu Alors, dis, il y a le sentiment définissons le amoureux sentiment et puis amoureux, Non, non, pitié. Sentiment amour. Alors là, les gars, on est là pour 3 heures. Parce que amour, amitié, où est-ce que ça s'arrête? Là encore, on a avec des étiquettes chiantes où en fait c'est un spectre. Hein. Arrêtons. Non, mais c'est ça. Enfin, il y a effectivement le sentiment amoureux et puis le romantisme comme sentiment amoureux et puis le romantisme comme protocole. l'amour courtois avec tu vas conquérir Avec une l'amour qui prend dame, l'initiative, toujours. ouais, prendre plein d'initiatives, la sauver, l'emmener dans un pays lointain. Tu voulais rebondir? Ouais, je crois qu'en fait, le fait que le sexe et les sentiments soient aussi reliés historiquement aussi dans la culture qu'on nous a transmise, ça va avec un besoin très fort qui est de dire le sexe, c'est intime. Partager de la sexualité, ça contient des risques aussi, ne serait-ce parce qu'émotionnellement, on est à vif, etc. Et du coup, pour moi, ce fait d'avoir collé de l'amour, bon, au-delà des dynamiques patriarcales, etc., de pouvoir bien maîtriser la lignée reproductive des femmes, etc. Mais quand on sort de ça, si je regarde juste l'intention positive, il y a le côté, l'amour, en fait, ça protège, l'amour, ça prend soin. En fait. Et effectivement, on est une génération qui a... C'était déjà le cas dans les années 70, mais là, voilà, avec tout le côté plan cul, etc., il y a une nouvelle vague là-dedans de liberté sexuelle où justement, on va bien décoller l'amour des sexualités. Et du coup, ce que tu partages, tu vois, sur... Alors là, clairement, voilà, on n'est pas ensemble, donc voilà, pas de petits câlins. Donc je dors pas avec toi. Donc je dors pas avec toi. Je dors pas avec toi. Ouais, je dors pas avec toi, franchement. Jamais, attends, mec, il est 3h du mat, le couvre-feu, tout ça. T'es sûr? Encore là, c'est bon, enfin... Et en même temps, ouais, il y a des scripts et effectivement, si je dors avec toi, peut-être que ça raconte quelque chose dans la culture. Bon, mais je pense que effectivement, il y a vraiment ce truc-là de se dire cette valeur en fait d'amour, ce besoin de prendre soin. Comment est-ce que on peut le faire exister dans nos relations sans avoir besoin de faire des promesses que derrière on va pas tenir, sans avoir besoin forcément de développer un couple duquel on n'a pas envie, quoi. Comment est-ce qu'on peut trouver ce juste milieu-là et on revient à communiquer, quoi. Mais c'est ça, je veux dire, ça dénote encore du manque de communication. Bah ouais. Et même avec, parce que pour l'avoir déjà essayé, en fait, les scripts ont la vie dure, parce que même quand tu communiques sur je veux pas de relation amoureuse, mais je vais quand même prendre soin et va quand même se passer ça et tout ça, il y a quand même cette interprétation, cette surinterprétation de oui, mais bon, quand même, c'est dommage, on aurait pu être amoureux, ou peut-être je suis en train de tomber amoureuse de toi et machin. Donc c'est pas si évident. Mais la relation, c'est chiant de toute façon de base. Hein. Ah oui, avoir des quand problèmes on à plusieurs est qu'on n'aurait pas tout dans seul. l'équation, c'est génial. Ah ouais. Fatigant. Je vois que l'heure a un peu tourné, j'aimerais bien nous amener vers la fin du talk. Et Je peux dire un truc juste. Vas-y. D'ailleurs, Esther Perel, donc, selon elle, elle dit que c'est relié au capitalisme. Ouais. Le fait de relier les émotions, les sentiments à la sexualité. Dans son dernier bouquin, elle dit que c'est date de la révolution industrielle et du moment où, en fait, où les premières générations de jeunes vont quitter leur famille pour aller dans les villes, travailler dans les usines, très jeunes, en fait, à un âge où d'habitude ils sont depuis des siècles dans un environnement de 300 km² où ils ont le choix entre 20 personnes et souvent les mariages sont arrangés parce que le patriarcat, justement, ne dit pas du tout à la base qu'il doit y avoir de l'amour dans la relation sexuelle. C'est ça que je voulais dire, en fait, parce que j'entends dire que c'est relié au patriarcat, mais pas du tout. Pour moi, le patriarcat, à la base, l'amour, il n'en a rien à foutre. D'ailleurs, il y a le terme amant qui est en dehors du couple. C'est t'as une lubie et tu vas aller te taper quelqu'un parce que tu es un peu amoureux, mais ta femme, tu es là pour lui faire des gamins, tu fais ton devoir et tu es là pour que la maison elle tienne debout et c'est tout. Et elle dit que c'est en se barrant en faisant une migration avec la migration rurale vers les villes, en fait, qu'il y a une nouvelle solitude qui s'est créée, en fait, et que donc ces jeunes générations étant seules, en fait, loin de leur famille, ont commencé à se regrouper entre elles et à partager à travers la sexualité leur solitude. Et donc tout ce que tu représentes pour moi, et tu vas être ma nouvelle famille, et tu vas être mon meilleur ami, et tu vas être mon ceci, mon cela, mon truc et mon bidule, et qu'à partir de là commence à se relier le sexe et les sentiments. Ce qui donc, selon elle, est quelque chose d'assez récent, qui a à peu près un siècle. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est de justement redéconstruire à l'envers, en fait, tout ce qui s'est construit depuis cette époque. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, relié au capitalisme, là. Et il y a un lien toujours pareil qui se fait, un triangle entre sexualité, patriarcat, capitalisme.
Et au milieu, il y a marqué trouvé, bordel. hein. Le point Godwin des Pilotalk. C'est vraiment ça, c'est le faux Godwin. C'est là qu'on est content que notre sponsor est d'accord avec ça, parce que sinon, ça aurait été un bazar. Je trouverais ça chouette qu'on termine, parce que ce sera peut-être pas le mot de la fin vraiment, mais pour celles qui le veulent, sur une anecdote assez fun que vous avez eue dans votre sexualité. Ça peut être un raté ou un réussi, hein, mais une anecdote qui peut être visible sur YouTube et qu'il n'y a pas d'obligation de tous en donner une. Quand c'est fun, c'est souvent raté. C'est souvent raté. Moi, j'en ai une jolie en résonance avec ce qu'il se disait tout à l'heure, où ça m'est arrivé plusieurs fois, pour le coup, d'être avec un homme qui bandait pas. Et où, en fait, il y avait une espèce de construction de honte. Enfin, voilà, moi, je le touchais et je voyais que lui, il essayait de se concentrer, de Meilleure mettre son manière. mieux, mais qu'en même temps, ça décollait pas trop. Et du coup, je le voyais s'enterrer un peu dans sa honte. Et en fait, le fait d'avoir juste verbalisé ça va, il me dit ouais, mais je bande pas, ça me fait chier. Et ok, mais est-ce que tu prends du plaisir? Bah. Et alors, déjà, le gros blanc. Ah, bah, bonne question. Alors, je sais pas, j'étais pas trop là-dessus. Et bah, ouais, c'est cool, c'est agréable. Ok, bah, c'est cool alors. T'as envie de continuer? Bah, ouais, ok. Et juste le fait d'aller désamorcer ça, bah, en fait, il y a une érection qui se pointe dans la minute, quoi. Et je trouve ça hyper joli de voir quand on arrive à juste se rassurer émotionnellement et être à cet endroit de connexion, voir la magie opérer, quoi. Du coup, là, on a un petit tips en plus au passage. Au niveau supérieur encore, tu interdis de bander. Et là, ça marche super bien. Ça. On sort du sexe vanille. Tu disais que tu pratiquais pas, mais bon. Ouais, non. Dans le tantra aussi, il y a tout ça, interdiction d'éjaculer et tout. Ouais. Ouais. Oui, on n'en a pas parlé, mais effectivement. Ouais. Dans le tantra, il n'y a pas d'éjaculation, c'est ça? Ça peut arriver qu'il y ait des règles du genre éjaculation interdite, ou ce genre de choses. Ok. Pour préserver son énergie vitale. Ah oui, Le désir. pardon. Non, mais... Ouais, anecdote toute simple. Dans ma vie, un jour, j'ai choisi de sortir, de me mettre en couple avec mon amante. Et j'ai découvert que c'était quelque chose, a priori, de très rare, etc. Et je me souviens que, parce que bien avant d'être dans les milieux sexpositifs, moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais vraiment en totale dissonance cognitive sur ce sujet. J'ai eu ma phase où j'essayais d'être en couple et c'était impossible pour moi d'être fidèle. Mais genre impossible, genre c'était la panique. Du coup, après, j'en ai déduit que je ne serais jamais en couple et que je ne pouvais pas être en couple et que je n'étais pas viable. Et donc, j'annonçais la couleur dès le départ. Donc, je n'étais, entre guillemets, jamais en couple, mais je n'avais que des, entre guillemets, amantes. Et il y avait toujours cette espèce de dichotomie bizarre où, quand je suis en couple, je me fais chier. Quand je suis avec mon amante, j'arrive à avoir une sexualité plutôt fun. Pourquoi j'arrive pas à prendre ça, machin. Et donc, un jour, je me suis dit, mais t'es con, en fait, sors avec ton amante. Pourquoi il y a cette espèce d'opposition, en fait? Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient cette approche que si je te rencontre dans un cadre de plan cul ou que je t'ai donné une certaine vision, une partie de moi, de ma sexualité un peu débridée, justement parce que tu es dans mon amante et donc tu sors de ce schéma couple et donc je vais pouvoir m'autoriser tout ce que n'est pas, entre guillemets, respectueux, etc. Bah, c'est bon, je t'ai mis dans une zone et je ne pourrai plus jamais rien construire avec toi. Donc franchement, premier tip, sortez avec vos amantes, c'est beaucoup mieux. Ouais, et puis sortir de l'archétype de la mère et de La mère et la oui, petite. Exactement. On y pensait toutes les trois. On y pensait, tout le monde y pensait. Tout le monde y pensait. Ouais. C'est merveilleux. Parce que nous-mêmes, on a le même archétype. Ça se trouve, à c'était l'inverse, déjà écrit en commentaire avant même qu'on... On a le même archétype à l'inverse, qui est, en fait, c'est le prince, le père et le porc. Et qui correspondent exactement au même archétype et le même bordel en face. On ne peut pas être le prince et le porc en même temps. C'est pas possible. Et le père, alors là, surtout pas. C'est peut-être pas une anecdote, hein. J'ai un peu... Non, mais C'était on hyper l'a, intéressant. mais Et c'était c'est utile. hyper utile parce que, ouais. Je connaissais pas le prince, le père et le porc. Oui, je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Je crois que ça vient de toi. Hein. Ouais, ça, Mais ça vient de moi. c'est très Je trouve pertinent. qu'il y a un vrai On va pouvoir te équivalent. citer après. Chez tous les mecs à qui j'ai Ah entendu ouais. parler, il y a cette espèce de stress d'être
de difficulté à être les deux en même temps, en fait. Faut Mais on revient aux sortir de l'un pour être injonctions dans de l'autre. l'homme cisgenre, hétéro, tout ça. Voilà. Et on en revient à cette espèce de relation chelou où, ça y est, on a baisé, bah, je me lève, je claque la porte, il n'y a pas de câlin, et parce que sinon je serais le prince. Et le prince, sa fonction, c'est de te rendre amoureux, et donc il va devoir derrière être dans la durée, le ceci, le cela. Donc comme je peux pas être les deux à la fois, bah, je ne te montre que le porc. Tu vois. Ou alors, voilà, où je suis le père, et là, je te fais la morale, je te dis ce qu'il faut faire, je ne baisse pas avec toi, mais je suis ton papa, et je suis patriarcal en fait, hein, souvent. Et ouais, c'est un peu les trois rôles. Laura, t'avais un truc à dire, je crois. Ouais, enfin, ça soutient ce que tu dis, mais en gros, la manière dont on a souvent parlé, c'est aussi parler d'authenticité. Et du côté, bah, comme j'étais son amante, il se planquait pas, donc il pouvait être complètement lui-même dans sa vision. Et puis du coup, le fait de se dire, mais en fait, quand je me mets en couple avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me planque. Mais du coup, si mon but, c'est de passer ma vie avec une personne ou de faire un long chemin de vie ensemble, bah, c'est cool de tester la carte authenticité, quoi. Parce que sur le long terme, ça finit par... Moi, j'aimerais vraiment poser une question. Je sais que ça sort du cadre, mais j'aimerais comprendre pourquoi, dans l'imaginaire collectif des hommes, parce que c'est quelque chose qui est revenu pas mal, pourquoi une fille qui est libre sexuellement ne peut pas être la mère de tes enfants, en fait? Alors, pour le coup, je ne sais pas. Qu'est-ce qui Parce qu'il va fait falloir ça? assurer, il va falloir la satisfaire toute sa vie. Alors que si elle est libre sexuellement, ça veut dire qu'elle va être intéressée par d'autres personnes. Donc c'est un problème de sécurité? C'est un problème de possessivité, je pense, ouais. Territorialité. Le capitalisme. Mais c'est complètement con, hein. On n'a pas dit que c'était pertinent. Hein. Ouais, puis c'est inconscient et tout ça, quoi. Il y a un bouquin super qui est écrit par Philippe Arlin, qui est le sexologue avec qui je me suis énormément formée et qui est dans une perspective qui prend en compte les stéréotypes de genre, qui s'appelle Sexuellement incorrect, et où il parle des cas types qu'il a dans son cabinet de sexo, en fait, les problématiques qui reviennent, et notamment de la problématique de, justement, l'effet qu'une femme libre sexuellement fait, en fait, et qui a un effet intimidant, souvent. C'est un très beau bouquin pour les personnes qui veulent se questionner, justement, sur cette question de sexe béni, de normativité ou pas. C'est la peur de perdre les privilèges, je pense. Une femme qui a du pouvoir, en fait, c'est une femme qui n'est plus dominable, et donc... Moi? Ah, tu restes toi, toi. Qui a une chemise mobile. Une femme qui n'est pas dominable. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est parce que ça fait peur aux hommes. Une femme qui a son propre pouvoir sexuel, ça veut dire elle a plus le besoin de l'homme. On a quand même mis assez de taf dans le patriarcat pour pas... C'est vrai que quand je regardais des sextoys, c'est une peur qui revenait, ça. Ouais. Mais elles vont plus avoir besoin de nous. C'est mignon. Non, mais c'est mignon. Il y a un truc aussi, ça me semble être aussi beaucoup vis-à-vis des autres hommes, en fait. C'est pas vis-à-vis de la femme, c'est pas ça le problème. Parce que tous les hommes ont envie d'avoir dans leur vie... les hommes hétéros blancs, cisgenres, je les ai entendus dire un jour, oh là là, ce qu'il me faudrait, c'est une salope fidèle. Il y a une espèce de dichotomie dans leur tête entre salope et fidèle. Tu vois, déjà, c'est qu'il y a l'idée que si une femme, elle est libre sexuellement, eh ben, elle va vouloir, entre guillemets, exercer son pouvoir, en fait, et donc elle va aller voir plusieurs mecs, ok. Et si ta nana, elle va voir plusieurs mecs, toi, en tant que garçon, tu perds ta virilité, on va dire, vis-à-vis du groupe des garçons hétérosexuels. Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi? Ça veut dire que tu n'es donc pas suffisamment performant pour lui donner l'envie de rester focalisé uniquement sur toi. Et donc, tu n'es plus digne de faire partie du club des hommes. Des Kevin à Gourmanton. C'est ça. C'est comme ça. Du club des garçons, tu vois. Et donc, c'est vraiment, c'est vis-à-vis des autres, surtout. D'ailleurs, dans les milieux libertins, j'ai souvent remarqué qu'il y avait des hommes, par exemple condolistes, qui adoraient voir leur femme avoir une interaction sexuelle comme un film de cul, en fait, avec quelqu'un d'autre. Mais alors, c'était vraiment... conditionné au fait qu'il fallait que ce soit absolument secret, en fait. Ça ne doit pas se savoir, c'est la pire des hontes. Et aujourd'hui, dans les milieux masculinistes, en fait, c'est d'ailleurs un angle d'attaque tout de suite utilisé. Il y a une expression qui dit être un cuck.
Donc être un cuck dans les milieux masculinistes, ça veut dire être quelqu'un de cocufié, de cocufiable, de soumis, et tu en prends du plaisir parce que de toute façon, t'es tellement une merde et t'as une tellement petite bite et tu bandes tellement mou que t'as pas d'autre choix que de te soumettre en fait aux femmes et de les laisser faire ce qu'elles veulent. Tu vois, parce que c'est ta seul moyen de pouvoir en profiter. Donc, en plus, tu es un traître à ta cause. et ça, c'est toute la mentalité qu'il y a derrière, en fait. Le monde de la virilité. C'est le monde de la virilité. Donc, faut comprendre qu'en tant que garçon hétérosexuel... Moi, je me souviens de petit d'avoir eu ces constructions. Je me souviens des moments où ça s'est passé dans ma vie. C'était des discours de vestiaire, au sport, en fait. Et pour moi, c'est les portes de l'enfer quand tu es ado, les vestiaires de sport entre garçons. Parce que tu rentres en fait chacun dans son vestiaire, tu viens de voir les copines de la classe courir, alors il y a celles qui commencent à avoir des seins, qui ont des seins qui se couent, les machins et tout, etc. Tout ça c'est enregistré dans ta tête, et dès que tu es dans le vestiaire, là ça explose de commentaires. Et là c'est parti, oh, t'as vu machin, t'as vu truc. Et c'est toujours des commentaires sur les autres, hein, c'est jamais des commentaires sur soi. Parce qu'un garçon en fait ne raconte jamais sa sexualité en vrai à l'autre, il se garde bien de le faire, tu vois, et il fait juste sous-entendre qu'il déchire et c'est tout. Tu vois, il faut que ce soit très sobre. Mais tu vas commencer à parler des autres et des femmes et tout, et cette attitude, en fait, voilà. Et dernier truc que j'avais lu, excuse-moi si je suis un peu bavard, il y a aussi la présomption d'hétérosexualité qui est très importante. Donc, c'est qu'on vit dans un monde dans lequel, quand tu es un mec et que tu rencontres un autre mec, tu es présumé hétérosexuel. Tu vois, et donc bonjour, je suis hétérosexuel. Et après, tu vas te surveiller et voir si jamais tu fais pas un truc un peu de pédé, tu vois. Alors, ok, est-ce qu'il m'a embrassé, est-ce qu'il ceci, est-ce qu'il cela, machin. Et là, tu perds ta présomption d'hétérosexualité. D'ailleurs, on dit devenir homosexuel quand on est entre hétéros. C'est-à-dire que si un jour tu touches un mec, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière, tu ne seras plus jamais hétéro. D'ailleurs, les hommes font des coming out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'annonce à tout le monde que maintenant je ne toucherai plus que le même sexe que moi. C'est très bizarre en fait, et ça veut dire il n'y a pas de retour en arrière. Donc il y a cette peur en fait vraiment de perdre cette présomption d'hétérosexualité qui fait que tu peux être dans le groupe des garçons sans te faire taper dessus. En gros c'est ça. Et d'ailleurs à l'adolescence souvent ils disaient c'est pour ça que souvent tout est de PD. C'est quoi cette démarche de PD? Vas-y, c'est quoi cette gueule de PD? C'est quoi cette chanson de PD? C'est quoi ce sweat de PD? Parce qu'on va repousser à l'extérieur de nous tout ce qui est justement de PD, entre guillemets, pour dire « moi je suis hétéro, moi je suis hétéro, je suis hétéro, je fais partie du club, incluez-moi dans le groupe social des garçons, en fait ». C'est comme ça que se construit la virilité. C'est intéressant, hein, comme quand on parle, tu vois, il y a cette espèce de peur, en fait. Il faut montrer qu'on est viril, et il faut surtout pas perdre notre masculinité, machin. Mais je trouve que ça démontre justement à quel point cette notion de masculinité, elle est fragile. Elle est fragile et vulnérable. Et à ce point-là, au point d'aller taper sur des gens et tout. C'est fou. Je pense que la solution, elle est dans la bienveillance. Mais bien sûr. Et justement, ce que je dis aussi, c'est la déconstruction des groupes et des étiquettes. Parce qu'au bout d'un moment, le fait de répéter à des mecs, ça c'est être comme ci, ça c'est être comme ça, là ça commence là et ça s'arrête là, ça alimente en fait cette croyance de je dois me comporter de telle façon. Et si un jour, par exemple, je touche un mec, ça y est, je ne serai plus jamais hétéro. C'est pas vrai, en fait. Et si un jour, je sais pas, je mets un coup sur une fesse, ça veut dire que je suis BDSM pour toujours. Ou si j'attache ma nana, tu vois, à la chaise, ça y est, ça veut dire que maintenant, j'ai passé une catégorie et que je ne pourrai plus jamais redevenir vanille, entre guillemets. Jamais. Tout est étrange, en fait. Souvent, les gens ne veulent pas tester les choses parce qu'ils ont peur, justement, d'être étiquetés et parce qu'ils leur lient à l'identité, encore une fois. C'est vrai que moi, ça a été une de mes grandes hésitations pour venir ici. J'ai eu un débat intérieur. Est-ce que je vais pas être étiquetée comme une salope parce que je fais du sexpo ou comme... Actrice X. Moi, je me suis dit, je ne vais pas dire que je suis actrice et parler de tes sexualités. Genre, les gens, ils vont se dire actrice X. Je ne suis pas actrice X. Tu peux le dire à la caméra. Et si tu l'étais, on serait tout aussi bienveillants. On n'en a pas reçu parce qu'on n'en avait pas dans mes connaissances pour le talk TDS, mais ça aurait été aussi aucun souci. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est juste que c'est pas ton métier. C'est pas mon métier, c'est tout. Mais j'ai rien. Pardon, t'as coupé tes temps. Ouais, non, c'est les étiquettes, quoi. La peur des étiquettes, et du coup... Moi, je suis plus à sa place. Ouais, c'est-à-dire que bon. Non, mais franchement, moi, j'admire ce que tu fais parce que je trouve ça bold, quoi. Je
trouve ça bold, vraiment. Pardon, je me moque de toi. Non, j'ai pas entendu la blague, du coup, je peux non, plus. de toute façon, c'est grillé, effectivement. Ah oui, bah, Un album Oui, bah famille, oui, quoi, non, ouais, mais- c'est- c'est bon, maman. salut. Non, mais quitte à y aller, voilà. Mais ouais, il y a eu cette peur-là. Il y a eu cette peur-là et je pense que j'ai décidé de... Ça nous en dit long, quand même, sur la société, quoi. C'est- C'est- ouais. Bah oui, c'est-à-dire que moi qui ai pas mal de rapports aussi avec le default world, le monde un peu plus normatif de gens qui mettent des vestes et passent des entretiens d'embauche, je me dis potentiellement je vais mettre une veste, aller passer un entretien d'embauche et la veille la personne aura vu cette vidéo. Et en même temps j'ai envie Si elle d'assumer. l'a vu, elle parce n'osera que- pas te le dire, donc tout va bien. Voilà, mais je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont se dire et voilà. Et en même temps je pense que c'est important aujourd'hui d'assumer parce que si nous on n'assume pas, qui va le faire enfin... Ouais, en parler, quoi, tout simplement, et Ouais. enlever un peu cette pression. Et je pense que c'est à ça que vous avez contribué. Et d'ailleurs, Puis ça me donne une belle transition pour on vous fait dire des merci, choses, quoi. parce que j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Mais enfin, ce contenu-là n'existerait pas sans vous et sans le fait de sauter dans le bain. Bon, alors, je sais que vous, ça vous impressionne pas d'être devant 100 000 personnes. Hein, bon, voilà. Mais quand même, il faut le faire en parlant de cul et se dire, bon, bah voilà, on va en parler dans un but d'éduquer, d'apporter la pierre à l'édifice et de faire évoluer progressivement les mentalités, tout en se disant que, bah oui, bah, peut-être que demain, on mettra une veste et on ira à un entretien d'embauche parce que bah, on fait partie aussi de cette société, on la rejette pas pour autant en bloc et voilà, quoi. Je propose que pour qu'on clôture et que j'aimerais beaucoup que vous me disiez, si vous le souhaitez, pour terminer, on se fait un petit tour comme ça de parole, avec quoi vous repartez de cette discussion? Qu'est-ce que ça vous a apporté sans lequel vous n'étiez pas là avec en arrivant et ça vous a apporté quelque chose? Un truc, alors il y a peut-être plusieurs choses, mais un quelque chose qu'une autre personne a dit, ça vous a apporté. Ouais, c'est un peu ce que tu viens de dire. Il faut assumer, il faut incarner. Tu parlais d'incarnation tout à l'heure. Moi, je suis toujours très content de venir parler de ça. Alors, moi, beaucoup, je suis une personne un petit peu publique. Et donc, c'est toujours un peu délicat, justement, d'en parler de sexualité. Donc, il y a toujours ce questionnement. Qu'est-ce que je fais? Je parle de moi. À quel point je parle de moi? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu parlais de toutes les anecdotes racontables sur YouTube. Et je vois que je suis dans un dilemme et en même temps je me dis non mais au bout d'un moment est-ce que j'ai envie d'incarner et de parler de choses que je fais vraiment ou est-ce que c'est quoi à quel moment je me protège. Donc si je me protège c'est à quel moment je suis en danger. Donc je repars avec juste je suis content d'être venu et d'avoir mon point de vue, d'avoir dit que je suis en galère juste pour aider d'autres personnes qui peuvent être en galère aussi et de continuer de défendre ça et de dire aux gens d'expérimenter en fait, sans injonction. C'est super important parce que quand tu commences à expérimenter, tu dis ok, je suis sex positif. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'ailleurs? C'est quoi les cases à cocher? Avec combien de personnes il faut que je couche en même temps pour avoir le Oui, badge? le script. Donnez-moi un script, s'il vous plaît. Donc non, il faut sortir de ça justement et de se dire ok, je suis sex positif parce que je me questionne. C'est ça, on fait sexe positif monogame, sexe positif polyamoureux, sexe positif libertin. On l'a pas trop dit tout à l'heure, mais il y a de la place. On a dit qu'il y avait cette injonction au polyamour, mais en fait, c'est en train de changer. De mon expérience, il y a quand même la place pour... Enfin, c'est quelque chose qui a été déjà dit et remarqué. Et du coup, ne vous empêchez pas de venir en couple, d'être très exclusif, très amoureux, de pas du tout souhaiter interagir avec d'autres personnes si vous avez envie de découvrir le sexpo, parce que c'est aussi possible, quoi. Malgré tout ce qu'on peut donner l'impression d'eux. Et ayez conscience, ça me paraît évident, mais bon, ça vaut le coup de le dire, ayez conscience que comme je suis la personne à l'origine de toute cette série de vidéos, il y a aussi un peu de ma couleur dans tout ça. Et je suis polyamoureuse, donc c'est mon prisme aussi. Et que je le veuille ou non, c'est moi qui ai réalisé tout ça, donc j'ai en tant que réel mon prisme à moi. Et c'est pas du tout universel. Bon, ça, on l'a dit plein de fois dans les vidéos, mais ce que nous, on dit là, n'est pas représentatif de tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Et c'est représentatif des quelques personnes qui sont là pour porter le sujet. Et j'espère que c'est juste une goutte d'eau et une pierre à l'édifice qui sera ensuite... J'espère que vous emparerez du truc et qu'on fera d'autres choses avec, quoi. On tournait dans ce sens? Moi, je veux bien continuer. Moi, je repars contente qu'on parle, en fait. C'est génial de parler et en fait je pense que les malaises viennent vraiment beaucoup des tabous et des non-dits et que c'est vraiment important qu'on parle les uns les autres. J'ai l'impression d'enfoncer des énormes portes ouvertes mais Comme ça, c'est ça qui est triste.
Ouais, et en fait, moi, ça me donne en tout cas personnellement envie de cheminer encore vers plus de bienveillance et plus de, voilà, de non-jugement. J'ai encore énormément de préjugés c'est marrant parce qu'ils se déconstruisent, puis après, ils peuvent se reconstruire avec d'autres expériences difficiles. Et vraiment, moi, j'ai hyper envie de me réconcilier, notamment avec les hommes, et qu'on puisse ensemble construire un monde juste plus bienveillant. J'ai vraiment l'impression d'être Miss France. Je veux la paix dans le monde. Non, mais c'est Sans le super patriarcat. important. Sans le patriarcat, ni le capitalisme. Et la confiance, quoi. Qu'on puisse reconstruire en fait une relation de confiance, parce que je pense que ça s'est énormément perdu, notamment à cause du capitalisme. On a peur en fait de se faire avoir aujourd'hui, et je pense que c'est pas ouf. Ouais. Toi, Géraud, avec quoi tu repars? Moi, j'aime à me rappeler qu'on n'est pas dans les choux et que c'est une bonne chose qu'on soit là pour parler de ça, pour parler de sexualité. Et j'aime à me le rappeler à moi aussi, pour me rappeler que j'ai eu raison de venir. Et puis, j'aime beaucoup ton image, le prince, le père, le porc. Je pense que je vais m'en souvenir. Ouais, voilà, déjà, c'est bien. Ça me nourrit. Ah, moi, ça me reconnecte à cette idée que, en fait, les tabous créent non seulement des malaises, mais de la violence. Je travaille beaucoup avec des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, et pour moi, les scripts du sexe vanille dont on a parlé aujourd'hui, comme tu le disais, ils protègent pas de ça. Et voilà, moi, ça me reconnecte à cet élan déjà lancé avec les chahuteuses sur nos ateliers, voilà, qu'on a vraiment diffusé autour de la culture du consentement en France, et dont plein de personnes s'emparent et créent plein de choses autour. Et c'est vraiment super. Et voilà, pouvoir se dire, et si les nouveaux scripts, en fait, c'était autour de cette communication-là, autour de ces enjeux de consentement-là, ça créerait de la sécurité, et peut-être aussi des malaises, des on sait pas, etc. Mais c'est cool en fait aussi de pas savoir ensemble, mais de pouvoir se rencontrer dans ces endroits-là de vulnérabilité. Et voilà, moi je trouve que la communication, ça crée de la sécurité. Et du coup, je m'inquiète pas du tout après pour la créativité des uns et des autres pour aller recréer de la séduction et autres jeux. Donc, ouais, des scripts de communication authentique et de co-construction. Ça me plairait bien. Moi, je repars avec... ça fait quelques années qu'à cause de... Enfin, à cause ou grâce, tout le monde s'en fout. J'ai moins mis d'énergie en fait que ce que j'en mettais avant, enfin moi en tout cas dans l'association, et ça me donne envie de m'y remettre en fait, tu vois, voilà. Parce que je me dis qu'on a beaucoup de chance aussi de pouvoir avoir l'occasion d'avoir cette conversation, qu'on est quand même dans un pays privilégié. On râle beaucoup, mais quand même, on arrive à faire des vidéos comme ça, on est en France, on n'est pas dans les pires endroits du monde. Je pense à d'autres endroits du monde dans lesquels, mais on n'en est même pas à commencer à 11 de se poser ce genre de questions. Mais on meurt encore pour sa sexualité, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, où on meurt encore pour sa sexualité, et on est quand même des super privilégiés. Du coup, voilà, il faut qu'on le garde à l'esprit, hein, ça me semble très important. Je ne vois pas une seule personne noire, par exemple, parmi nous. Enfin, je ne sais pas s'il y en a eu dans les Elle a été virée du coup. Ok, c'est cool. Voilà, mais je ne sais pas si on est représentatif non plus. J'ai plutôt l'impression qu'on est une exception en fait sur la planète à pouvoir avoir ce genre de pensée et avoir une sécurité suffisante pour pouvoir le faire. Du coup, c'est notre responsabilité aussi à l'inverse. Et je nous invite à nous en servir, en fait, à cette responsabilité. Voilà. Et à incarner, justement, ce qu'on veut voir plus tard. Et j'espère que ça changera quelque chose. Moi, j'ai beaucoup plus confiance dans les jeunes générations, en fait, que dans les vieilles générations. Je crois beaucoup plus à ceux qui arrivent derrière nous, en fait, et qui, peut-être, en fait, pourront s'inspirer de tout ça pour créer un monde meilleur, en fait. Voilà.
Moi, ce que je garde de cette conversation, je pense que c'est le... Alors, je sais pas si ce sera dans le montage final, parce que c'était pas, ça n'a pas rebondi après, c'était pas super utile, mais en tout cas, pour moi, ça a été utile. C'est la partie où j'ai dit que j'étais pas sûre pour mon désir, genre, le fait que je veuille potentiellement déconstruire le fait que c'était ok de pas avoir de sexualité dans le couple, et qu'en fait j'ai dit en fait pour moi c'est important, etc. Il m'a dit en fait c'est la seule réponse que tu as si tu as envie, etc. Donc ça m'a fait un petit déclic, donc je vais repartir avec ce déclic. C'est le fait de merci, combien je te dois pour le couple. Voilà, il y a le petit côté un peu coach, donc je sais pas si ce sera dans le montage final, et puis si ça l'est pas, et tant pis, frustration, tout ça on en a parlé, c'est hyper important dans la sexualité, donc vous pouvez partir avec votre frustration. Et on en parlera sur Twitch. Voilà, petit teaser, au pire, si je ne l'ai pas mis dans le montage final. Et je repars surtout avec beaucoup de gratitude du fait que vous ayez pris ce temps, que vous soyez venus dans cette discussion. C'était hyper enrichissant. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. J'ai rigolé, je peux passer loin des larmes. C'était top. Donc, merci beaucoup. Et puis, je mettrai en barre d'infos les liens que vous voulez. On a parlé de chahuteuse, on a parlé de Tout le monde s'en fout. Il y a ton activité aussi qui peut être mise en ligne, peut-être la tienne. Je sais pas ce que vous voulez. The Nest, ouais. Je sais pas ce que vous voulez, ou même les ressources dont on a pu parler. On a parlé de bouquins, on a parlé de choses comme ça. S'il y a d'autres choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Et puis, merci pour tout. C'était chouette. Merci à toi pour l'invitation. Merci. C'était un peu court, trop court. On vend pile. Alors, je sais pas si tu vois mes cernes. Kelly dit de faire 10 talks de suite en quelques jours, je comprends pas. Les restrictions budgétaires. Un gros merci. Merci d'être venu, d'avoir pris ce temps. Parce que vous avez donné de votre temps gratuitement, personne n'a été payé ici. Quoi? En fait, c'est pas... Je les ai payés à coup de nourriture qui était extrêmement bonne. Avec des cookies. On donne un big up à Eugénie. Merci Eugénie. À Jess, à Will. C'était trop bien. Will, merci. Oui, pour la logistique. Donc, parce que tout ça, c'est... Et du coup, fallait pas le dire aux autres que moi j'ai été payé.